J'ai le grand plaisir d'accueillir et de vous présenter le docteur Hugo Botman, psychiatre. Hugo est chef de clinique universitaire au département de psychiatrie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, chercheur à l'INSERM, à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière et au CNRS. Et nous lui avons demandé de réfléchir devant nous, avec nous, sur la question de la dépression, à la fois au sens strictement psychiatrique du terme, comme psychopathologie, mais aussi peut-être plus généralement, on pourra parler dans le débat, à ce qu'on appelle familièrement la déprime, dont il m'arrive de penser qu'elle fait partie aujourd'hui de l'ère du temps. Hugo, merci d'avoir accepté notre invitation. La parole est à vous pour 45 minutes. Donc merci beaucoup à Jean-Claude Sess, André Comte-Sponville et l'Institut Diderot de m'avoir invité à donner cette conférence pour aborder la thématique centrale de la dépression, qui est à la frontière des enjeux sociétaux et médicaux et qu'on va pouvoir aborder ensemble. Alors pourquoi parler de la dépression devant vous ? Eh bien, vous le savez probablement déjà, la dépression est aujourd'hui la première cause de handicap mondial, tant chez l'adulte que chez l'enfant et chez l'adolescent. On estime qu'environ 5% des adultes souffrent d'un trouble dépressif, soit environ 300 millions de personnes à travers le monde. Cette épidémiologie dramatique frappe l'esprit. Certains diraient un spectre hante l'Europe, le spectre de la dépression. Devenu un véritable emblème du mal de vivre moderne, touchant toute la population, toutes les classes sociales, tous les âges, la dépression est aussi un trouble psychiatrique ordinaire. Si ordinaire qu'elle est parfois déniée, sous prétexte qu'elle s'abat sur le plus grand nombre, et la banalité finalement qui en fait un trouble du quotidien, masque la gravité. Pourtant, elle entaille en profondeur l'individu qui en souffre, frappant là où la chair est la plus tendre et brisant ses liens affectifs, familiaux, sociaux et professionnels. Lorsqu'on évoque la dépression, on pense avant tout au suicide, qu'on aborderait par la suite. Mais ce caractère exceptionnel, presque théâtral du suicide, masque l'étendue souterraine de toutes les conséquences de la dépression. Ces conséquences souterraines provoquent ce qu'on appelle une morbidité rhizomatique qui creuse des galeries dans toutes les fondations sur lesquelles repose l'existence de l'individu, même de sa famille, de son groupe social et finalement de la société dans son ensemble. On ne peut d'ailleurs saisir ce qu'est la dépression sans prendre en compte tous ses effets sur un couple, sur une fratrie, sur une famille, sans voir la cicatrice qu'elle va laisser dans le tissu relationnel de l'individu. Chaque épisode dépressif vient fragiliser l'ossature sociale du sujet jusqu'à la rupture. Le licenciement, la séparation, le divorce, le conflit familial, toutes les séquelles sociales de la dépression prennent vite le pas sur les symptômes psychiatriques que nous allons détailler. Ces séquelles rhizomatiques, elles attisent d'ailleurs le brasier du trouble en cristallisant autour du sujet toutes les conditions qui renforcent l'état dépressif. Pire encore, ces flammes viennent contaminer les proches, les embrasant à leur tour. L'époux, observant la lente descente aux enfers de sa femme, finit par la suivre à son tour. La mère, se démenant pour combattre l'apathie de son fils, se retrouve elle-même touchée par le désespoir. Le père endeuillé du suicide de sa fille s'oublie dans une lente mort silencieuse. La dépression se dissémine au sein de la structure conjugale, familiale ou sociale. Cette morbidité en rhizome est d'ailleurs dissimulée sous des couches de vernis social, d'attitudes de prestance, de sourires moribonds, disons-le vraiment, sous des couches de mensonges. Le sujet déprimé ment beaucoup, à lui-même tout d'abord et aux autres. C'est un animal blessé cachant ses plaies. Et lorsqu'on pense au suicide, on évoque souvent l'image d'un collègue, un ami, un parent, entreaperçu quelques jours avant de s'être donné la mort, englué dans des mimiques joyeuses, comme un comédien qui jouerait sa partition, trompant même ceux qui lui sont le plus proches. Alors à la fois la plus vague et la plus universelle des affections de l'esprit, la dépression constitue pour certains, pourtant, l'exemple parfait d'une nouvelle hérésie psychiatrique, le reflet de notre folie culturelle, nous poussant sans cesse à pathologiser le réel pour mieux le comprendre, le contrôler, voire l'annihiler. Elle ne serait somme toute qu'une médicalisation excessive de la douleur.
un prétexte pour le développement de nouveaux opiums pharmacologiques, dont les antidépresseurs, dont on parlera aussi, sont le parangon parfait. En somme, elle serait le nouveau visage de malaise dans la civilisation. Alors de quoi parle-t-on exactement lorsqu'on évoque la dépression ? Probablement pas cette déprime passagère, ce vague à l'âme léger qui nous empoigne lors des premières lueurs de l'hiver. Cette douleur familière de la perte ou liée à l'inconstance du quotidien. Qu'on se le dise dès maintenant, il s'agit de bien d'autres choses. Alors pour préciser un peu notre objet, on va s'arrêter quelques instants sur la clinique dépressive, qui va faire une grande partie de notre échange, afin d'être sûr que nous parlions de la même chose. Si on faisait un sondage dans l'Assemblée ce jour, je suis sûr que nous aboutirions ce matin à une multitude de conceptions différentes de la dépression. Pourtant, contrairement à ce que l'on peut imaginer, la sémiologie dépressive n'est en rien une clinique de l'imprécision. Alors on va déterminer un petit peu, on va parcourir ensemble cette sémiologie dépressive pour essayer de comprendre jusqu'où se situent les limites du normal et du pathologique quand on parle de dépression. Alors dans le DSM-5, la dépression, elle est désignée comme une pathologie de l'affect. On la résume souvent par le doux vocable de trouble de l'humeur, c'est-à-dire l'émotion négative et en particulier la tristesse qui devient le primum movens de la dépression. Être déprimé, c'est être triste. C'est être désespéré. La douleur morale devient le cœur de cette affection, pour le meilleur et pour le pire. On retrouve cette conception dans toute la tradition hippocratique avec la célèbre bile noire, dont on ne parlera pas, que vous connaissez très bien, qui définissait la mélancolie, ou l'humeur noire, qui était identifiée comme la tristesse. Galien nous dit par exemple que la mélancolie est une maladie de l'esprit, sans fièvre, avec tristesse profonde et éloignement pour les choses les plus chères. Cette prépondérance de la tristesse face à toute forme de symptômes participe d'ailleurs au caractère un peu romantique que prend la dépression dans l'esprit du grand public, mais aussi la crainte dont on a déjà parlé d'une pathologie à outrance de cette tristesse. Cette vision romantique que nous évoquons a un aspect esthétique certain. Il y a une expression japonaise consacrée pour le Memento Mori, selon laquelle la dépression devient la belle douleur des choses, ou encore le sunt lacrimae rerum, il y a des larmes dans tout de l'Énéide. On connaît toutes ces représentations artistiques de la mélancolie, les crânes, les symboles du néant, de l'éternité. On connaît aussi les représentations bourgeoises de la langueur de l'âme, lassée par un quotidien douloureux, sans surprise ni difficulté. Mais renversons dès maintenant un premier mythe. La dépression n'est en rien un état de tristesse. Il existe même des dépressions dans lesquelles la tristesse est totalement absente, inexistante, rendue même impossible par les caractéristiques de la maladie. Il y a des dépressions qui sont des au-delà de la tristesse, pour lesquelles le mot tristesse est vidé de toute sa sémantique. Lorsqu'elle est présente, la tristesse dépressive ne ressemble d'ailleurs en rien à celle que nous connaissons. Certains patients parlent de poignards qui viendraient percer leur cœur, d'autres de feux brûlant leur poitrine. Il ne s'agit pas que d'une différence d'intensité avec notre tristesse du quotidien, mais bien d'une différence de nature. Cette tristesse a même une temporalité circadienne qui en fait sa spécificité. C'est à la fin de la nuit et au début de la journée que le déprimé se sent le plus mal, qu'il souffre le plus. Souvent, les aiguillons de la tristesse pointent au petit matin et s'atténuent à la tombée de la nuit, sans que cette cyclicité ne soit nécessairement liée à l'environnement individuel du sujet. Difficile de comprendre cette phénoménologie émotionnelle de la dépression sans en porter soi-même la cicatrice. Alors si on élimine la tristesse pour définir la dépression, si on la met de côté, et c'est ce qu'on va faire, quelle est cette autre chose qui pourrait caractériser ce mal mystérieux, qui n'est pas la tristesse, et qui pourtant s'auréole souvent des atours de la tristesse? À cette douleur morale implacable s'ajoute généralement, et vous le savez, là vous l'avez déjà vu, une perte de la capacité à ressentir du plaisir, bientôt remplacée par un implacable vide affectif. Progressivement, un désintérêt profond pour le monde environnant s'installe. Le présent devient terne d'un implacable ennui. La sève du sujet déprimé le quitte, le transformant bientôt en fantôme de lui-même. Les arômes qui autrefois le régalaient semblent maintenant être insipides. Tous les aliments semblent être faits de cendres. L'un de mes patients m'a dit une fois que lorsqu'il croquait la croûte du pain, il lui semblait grignoter des pierres. Cette perte du plaisir qui est liée à la sensorialité même de ce qui nous fait plaisir
peut toucher tous les objets ou en épargner certains. Il y en a qui continuent à apprécier les aliments, mais deviennent incapables de plaisir social. D'autres conservent le plaisir sexuel, mais perdent celui des repas. Cette perte du plaisir s'accompagne d'ailleurs généralement de toute la perte des fonctions instinctuelles, tout ce qui nous fait vie. La libido est abolie, le plaisir sexuel inexistant, le désir devient absent. Le corps maigrit, touché par cette anorexie qui vient signer la perte de l'appétit. Lorsque le sujet il nous dit qu'il n'a plus goût à rien, en fait, il peut susciter un attachement à ces choses qui autrefois faisaient goût, qui autrefois faisaient sens. Mais ces choses sont vidées de leur saveur. Un collectionneur d'art refusera de vendre ses toiles, mais ne prendra plus aucun plaisir à les contempler. Cette anédonie que nous avons définie, elle peut s'aggraver, allant encore plus loin dans cette dérégulation du rapport au plaisir. Elle peut même briser la boussole du plaisir et du déplaisir, d'un simple abrasement affectif pour les événements positifs. Le sujet déprimé expérimente maintenant une véritable anesthésie affective. Il perd la capacité à estimer la valence, c'est-à-dire le caractère positif ou négatif des événements du monde. La frontière entre ce qui est bon et mauvais pour le sujet est abolie. Tout le spectre de valeurs du sujet est remis en cause par la dépression. Plus encore, toutes les considérations à propos de la valence des expériences, elles peuvent s'inverser. Il y a des choses qui sont considérées par tout le monde collectivement comme aversives, regrettables, douloureuses, qui peuvent soudainement être interprétées par le sujet comme agréables, comme souhaitables, même comme désirables. Cette inversion du spectre de la valence est particulièrement flagrante dans le rapport à la mort, que nous détaillerons plus loin, pour lequel certains des patients déprimés, par exemple, apprenant qu'ils sont atteints d'une maladie mortelle, une maladie qui peut être même très douloureuse, vont vivre cette nouvelle comme une nouvelle appréciable, comme une nouvelle désirable. Cet état de fait, sur notre capacité à juger la valence de nos expériences, est crucial pour un bon nombre de nos actions, un bon nombre des choses que nous faisons dans le monde. Ça détermine la manière dont nous nous orientons, ça détermine la manière dont nous l'explorons, le monde qui nous entoure, dont nous interagissons avec lui. C'est cet équilibre évolutif qui est très fragile, finalement, entre le plaisir et la douleur, qui se retrouve bouleversé dans la dépression. Cette conception très anédonique résonne avec d'autres manières de la penser, notamment comme pathologie de la motivation, arguant que le déprimé est avant tout sans énergie, sans but, sans volition, ou comme pathologie du temps, on abordera cette question après, pour laquelle le déprimé est sans avenir, enfermé dans un passé sombre qui est sans cesse réactualisé dans l'ombre du présent. Ce retour à la volition, au caractère central de la volition, est central pour comprendre la dépression. Il ne s'agit plus seulement d'un esprit douloureux, mais d'un corps qui souffre. Quand on déplace ce regard, quand on quitte le domaine éthéré de la pensée pour s'intéresser aux profondeurs du corps, c'est très intéressant de revenir sur cette conception de la motivation. En effet, le sujet déprimé est avant tout marqué par cette fatigue extrême, appelée asthénie, le frappant dès le réveil, à la sortie du lit, s'insinuant dans chacun de ses mouvements, comme si toute sa musculature s'était muée en plomb. Le mouvement du déprimé est ralenti, sa parole est lente. Son esprit lui-même semble s'être figé, ce que les psychiatres appellent la bradypsychie, le ralentissement de la pensée. Cette fatigue, et c'est l'un des principaux pièges de la dépression, ne s'améliore pas avec le repos. Pire encore, plus encore que cela, elle empire avec le repos. Le sommeil diurne, la sieste, l'alitement la renforcent. Lorsque le déprimé se réfugie dans la tiédeur des draps, occultant la lumière du jour en cherchant un sommeil réparateur, il creuse le lit de la fatigue qui l'agrippera encore les jours suivants, de plus en plus fermement, jusqu'à lui ôter même toute possibilité de mouvement. Ce trouble de la motricité que nous avons détaillé est aussi un trouble de la temporalité. Des auteurs célèbres, Strauss, Tellenbach ou Minkowski, ont analysé avec précision cette suspension du temps mélancolique. Le sujet déprimé peut décrire une phénoménologie temporelle qui elle-même est déstructurée, dans laquelle chaque seconde semble durer des heures, dans laquelle certaines semaines, au contraire, disparaissent, comme si elles avaient été absorbées. Le temps allongé est d'ailleurs souvent associé à une douleur du présent, rendant insupportable pour le sujet la simple perspective d'une nouvelle journée, et participant à cet effet très antalgique que peut avoir la tombée de la nuit, l'approche vespérale qui annonce la petite mort chimique du sommeil. Pour les sujets, cette mort
petite mort du sommeil est vraiment une sorte de soulagement extrême. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas toujours, dans le rapport au temps, de quelque chose qui est lié à un allongement ou un raccourcissement. On retrouve même parfois une suspension de l'ordre chronologique du temps, notamment dans le rapport que le sujet a avec l'écoulement du temps, définissant la manière dont ses actions s'inscrivent par rapport au passé, au présent ou à l'avenir. Une inertie mélancolique peut s'installer, dans laquelle la notion même de temps disparaît. Cette sémiologie temporelle que nous avons détaillée, elle est renforcée d'ailleurs par la perturbation de tous les rythmes biologiques, notamment les rythmes circadiens qui sont liés au sommeil, notamment lorsque les cycles du jour et de la nuit deviennent indistincts. Le sujet déprimé souffre parfois d'une terrible insomnie d'endormissement, associée à des angoisses qui maintiennent un éveil douloureux constant. Mais le plus caractéristique du trouble, et ce qui en fait un peu sa spécificité par rapport à toutes les autres formes de pathologie du sommeil, c'est l'insomnie de la dernière partie de la nuit, avec ce réveil nocturne caractéristique à 4 heures du matin, en sueur, pris par une sensation poignante de désespoir, sans possibilité de retrouver le sommeil. Sur le plan neurologique, on sait aujourd'hui que ce réveil il est lié à beaucoup de choses, notamment une modification, un dérèglement des cycles du cortisol, avec des pics cortisoliques qui chez nous surviennent vers 6, 7, 8 heures du matin selon votre heure de réveil, et qui chez le sujet déprimé va survenir extrêmement tôt au milieu de la nuit, le réveillant dans cet état de désespoir absolu. Ces changements circadiens sont d'ailleurs le versant émergé de toute une gamme de modifications neurophysiologiques qui sont retrouvées dans la dépression, touchant par exemple la variabilité naturelle du rythme cardiaque, la tension artérielle de repos qui peut être modifiée, la réactivité tactile et énormément de choses qui sont liées justement à la nociception viscérale, la capacité qu'on a à avoir mal ou non au niveau interne. On abordera toutes ces dimensions-là dans la deuxième partie de notre discussion. Et enfin, quelque chose qui est très caractéristique, qui moi est ma spécialité de recherche, qui est ce qu'on appelle les croyances dépressives. Ce symptôme le plus central dans la clinique de la dépression, et qui constitue d'ailleurs le cœur en général de la phénoménologie de ce que peut être un état dépressif. Désigné sous le vocable de cognition dépressive et consacré par le psychiatre Aaron Beck, ces croyances dépressives imprègnent toute la pensée du sujet déprimé. Elles sont caractérisées généralement par leur thématique, qu'on sait évidemment négative, comportant une dimension d'aversion, une dimension aversive ou une dimension de perte de quelque chose. Aaron Beck les a définies, et ça c'est quelque chose que vous avez déjà sûrement entendu, selon une triade qui est célèbre, des croyances sur soi-même, sur le self, des croyances sur le monde environnant, et des croyances sur le futur. Mais il existe probablement autant de thématiques que nous avons d'objets sur lesquels fixer notre intentionnalité. Ces croyances, donc on retrouve souvent des thématiques de dévaluation, de dévalorisation de soi-même, associées à un sentiment d'incapacité, d'être englué ou enfermé dans des schémas impossibles à rompre. On retrouve aussi des croyances d'indignité, comportant une dimension d'auto-accusation, des reproches pour les fautes du passé, ou une culpabilité présente pour ce qu'on a pu faire dans le présent. Le sujet déprimé croit souvent que ses proches le rejettent, que sa condition pèse sur eux d'un poids douloureux dont il doit se débarrasser. Le rapport au temps, d'ailleurs, est aussi perturbé dans ses croyances, avec la nostalgie d'un présent, d'un passé ou d'un présent qui est inexistant, ou des remords de choix impossibles. L'avenir lui-même est perçu comme empli de menaces, et peut être aussi perçu comme une persistance infinie d'une douleur actuelle, sans répit, sans repos, si ce n'est bien sûr la mort. Toutes ces thématiques négatives sont au cœur des ruminations dépressives, qui est un terme qui désigne le caractère circonvolutoire, très répétitif, du contenu de la pensée, qui s'accroche sans cesse aux mêmes convictions négatives et qui finissent par emplir tout l'espace mental du sujet. Ces ruminations s'engrainent elles-mêmes, participant à des phénomènes de généralisation cognitive, où toutes les croyances négatives primaires viennent nourrir des convictions négatives de plus en plus complexes, s'étendant à tout le spectre expérientiel du sujet. La mauvaise graine prend terre et se dissémine dans le sol meuble. Le plus terrible est que ces croyances sont malgré tout agrippées à la réalité sensorielle du sujet. Elles se nourrissent au gré de son expérience. C'est comme des sangsues gorgées de sang qui progressivement se nourrissent avec l'expérience du sujet. Les croyances dépressives, elles peuvent apparaître comme des erreurs de la pensée, mais elles restent des erreurs qui sont intelligibles, qui ressemblent à celles que nous générons lorsque nous sommes face aux inévitables malheurs de l'existence. La culpabilité intense du sujet, elle se fixe d'ailleurs généralement sur des éléments qui sont inattendus. Un choix professionnel, un regret amoureux, une dispute familiale,
l'achat d'un appartement ou d'un animal de compagnie. Tout devient prétexte à la flagellation. Les reproches que le sujet déprimé s'adresse ne sont pas sans rapport avec ses préoccupations habituelles. Elles en sont une forme d'ersatz, échantillonnant tout ce qu'il peut y avoir de malheureux dans la trivialité de son existence. Ces croyances dépressives sont d'ailleurs cruciales pour investiguer la dépression. D'une certaine manière, elles constituent le cœur de la phénoménologie dépressive, de ce qui affleure pour le sujet. Lorsque le malade nous dit « ma vie n'a aucune valeur », il synthétise en une phrase un ensemble de pensées, d'émotions, de comportements et de perceptions qui se sont succédés, réunissant une expérience singulière du monde en un acte de parole qui travestit généralement la complexité de tout le chemin cognitif qui vient de se faire. Comme cliniciens, nous venons recueillir le produit fini, cette croyance, le discours constitué, mais en ne voyant pas tout ce cheminement inconnu qui nous reste invisible. La description de ces croyances dépressives est aussi ardue car elle reste engluée dans un cadre linguistique qui définit souvent des thématiques arbitraires qui tronçonnent finalement cette phénoménologie dépressive en fonction des ressources linguistiques qui nous sont disponibles. Il existe un gouffre sémantique entre notre désignation francophone du désespoir, le hopelessness anglophone, la Stimmung germanophone, ou encore la richesse descriptive de la douleur morale en mandarin, en japonais ou en farsi persan. Peut-être autant de réalités phénoménologiques de la dépression qu'il existe de manières de la raconter. Alors en lien avec ces croyances, l'un des faits les plus frappants pour le psychiatre est qu'elles ne sont pas radicalement différentes du spectre habituel de nos croyances culturelles, de nos croyances individuelles. En cela, certaines d'entre elles portent même une dimension universelle, se dépouillant des oripeaux du pathologique. On peut aller même plus loin en évoquant ce que certains ont déjà appelé le réalisme dépressif. D'une certaine manière, le déprimé porte un regard sans embâche sur le monde. Sa vision peut parfois être nette, chirurgicale, détaillant l'inanité de l'existence avec la précision d'un horloger disséquant un mécanisme complexe. Là où certains se gorgeraient d'illusions sur leur avenir, la nature des rapports humains, leur place dans la société, le déprimé oppose une perspective parfois lucide. On peut rappeler la sentence de Sioran qui nous dit « La lucidité, ne l'oublions pas, c'est le propre de ceux qui, par incapacité d'aimer, se désolidarisent aussi bien des autres que d'eux-mêmes. » C'est en cela qu'il existe une certaine forme de spiritualité de la dépression. Lorsque les atours métaphysiques du monde sont ôtés, ne laissant voir que les ossements malingres. La rencontre avec le désespoir, d'une certaine manière, ouvre aussi de nouvelles perspectives sur le monde, dont beaucoup de philosophes, et on pourra en parler, seraient peut-être jaloux. La dépression apparaît alors presque comme une synthèse de l'expérience de la condition humaine. Mais ce réalisme peut aussi s'estomper. Il ne faut pas se tromper. Dans certaines formes gravissimes de dépression, le rapport au réel du sujet se disloque, provoquant des symptômes que l'on qualifie de psychotiques, des hallucinations auditives, avec des voix d'hommes ou de femmes susurrant des invectives, des insultes, ou encore des injonctions à se donner la mort, directement dans l'oreille, ou dans la tête, ou dans un coin de la pièce. Des croyances délirantes, dépressives peuvent se constituer, formant des blocs rigides face aux expériences du quotidien, marqués par des thématiques qui en sont caractéristiques. La nécromimie, que l'on va évoquer ici, croyance que l'on est déjà mort, que notre corps est en train de pourrir, mais que l'on continue à agir dans le monde, suspendu dans une éternité de douleur. Dans ces cas-là, les pensées perdent progressivement de leur cohérence, la logique du sujet se brise, s'estompant sous nos yeux. L'un des syndromes les plus caractéristiques, qui est d'ailleurs retrouvé dans les formes les plus sévères de la dépression et de la mélancolie, est le syndrome de Cotard, qui associe des idées de damnation et d'immortalité, par exemple la conviction d'être maudit, d'être condamné à souffrir éternellement sur Terre, ou des convictions de dysmorphie corporelle, la sensation par exemple de toucher le ciel, ou de négation d'organes, montrant à quel point la frontière entre le corps et le monde peut être abolie. Certains organes vitaux, par exemple le cœur ou les intestins, semblent avoir disparu. Le sujet nous dit que l'intérieur de son corps est en train de pourrir ou a été enlevé au cours de la nuit. Ce réalisme dépressif, il est aussi discutable
dans le positionnement du sujet déprimé face à sa propre mort. On estime, et c'est un chiffre que vous connaissez peut-être déjà, qu'environ 10% des Français ont des pensées suicidaires chaque année, qui sont gardées majoritairement secrètes dans le silence des foyers. Ce qui est pensé se mue aussi en actes, et nous avons chaque année en France plus de 200 000 tentatives de suicide, à l'origine d'environ 10 000 morts. On estime ainsi qu'environ 8% de la population fera une tentative de suicide au cours de sa vie, et que 2% des adultes, aujourd'hui, présentent un risque suicidaire élevé. Le taux de récidive est lui-même dramatique, 22% pour les hommes, 35% pour les femmes. Ce qui fait que le taux de suicide français reste l'un des plus élevés d'Europe et est la deuxième cause de mortalité, notamment chez le sujet jeune, pour les 10-25 ans, juste après les accidents de la route. Ces idées suicidaires, contrairement à l'idée qu'on s'en fait généralement, notamment quand on ne les a pas vécues soi-même, elles ne constituent pas un bloc unifié, superposable pour chaque individu. Bien au contraire, il existe une multitude de formes d'idées suicidaires, une multitude de justifications, si tant est qu'on puisse appeler ça des justifications. Parfois, le sujet justifie son désir de mort par la souffrance atroce du quotidien. Le suicide est alors perçu à visée antalgique de la douleur morale, comme une thérapeutique puissante, qu'on pourrait dire presque face à la condition humaine. D'autres fois, il s'agit de soulager les proches du poids de la dépression. Et le suicide prend alors la forme d'un suicide altruiste. Plus rarement, on y retrouve l'implication de ces croyances délirantes dont on a parlé, avec l'idée d'une damnation pour laquelle le suicide serait une échappatoire. La plupart du temps, les idées suicidaires sont directement associées à ces croyances dépressives, dont elles constituent la mise en acte. Les moyens suicidaires, et ça vous le savez aussi, sont très divers, des plus violents, la pendaison, l'accident automobile provoqué, la crémation, la précipitation, au plus classique, la phlébotomie, l'intoxication médicamenteuse volontaire. Chez certains sujets déprimés, il persiste une appréhension de la douleur physique ou de l'infirmité qui participe au caractère anxiogène du passage à l'acte. Pour d'autres, l'intensité vécue de la douleur morale ou l'incapacité finalement à ressentir toute forme affective, toute forme d'émotion, l'incapacité à coder ce qui est plaisir ou déplaisir dans le monde, abolit toutes les inhibitions suicidaires, favorisant des passages à l'acte violent. Il y a un mot de Victor Hugo que j'aime beaucoup à propos du suicide, qui dit que le suicide est un conflit entre deux craintes. Il y a suicide lorsque la crainte de la vie l'emporte sur la crainte de la mort. Finalement, on peut dire que dans la dépression, le suicide se retrouve au carrefour de dynamiques qui sont très contradictoires. La psychologie du sujet, certes, le pousse à se donner la mort, mais l'abrasion de la motricité et de la volition que nous avons détaillée lui ôte toute possibilité de le faire. Certains patients décrivent d'ailleurs avec une précision terrible la difficulté motrice qu'ils ont eue à nouer la corde pour se pendre. Ces dynamiques qui sont contradictoires, psychologiques et motrices, sont célèbres pour ce que les psychiatres notamment ont désigné la levée d'inhibition, qui est cet intervalle temporel particulièrement à risque de suicide, juste après l'introduction d'un traitement antidépresseur. Vous le savez sans doute, mais les molécules antidépressives qu'on utilise sont des molécules qui sont caractérisées par leur effet précoce sur la dimension corporelle de la dépression, qu'on a détaillée. C'est-à-dire qu'elles réduisent très rapidement, bien avant les effets sur la dimension psychologique, le ralentissement dépressif. Les croyances dépressives, les idées suicidaires, elles ne disparaissent qu'après un temps long, qu'on estime en général à 1 mois, tandis que le ralentissement, il s'améliore parfois quelques jours après l'introduction. Quelque chose que souligne le sociologue Alain Ehrenberg, c'est que les antidépresseurs sont finalement des régulateurs de l'action. Il y a un mot qui est assez drôle, qu'il évoque aussi, où il dit « le Prozac n'est pas la pilule du bonheur, mais celle de l'initiative ». L'introduction du traitement produit ainsi parfois cet effet paradoxal de renforcer la possibilité pour le sujet de se donner la mort, notamment en le libérant des liens qui autrefois l'entravaient. Cette clinique assez dramatique de la dépression que nous avons détaillée, elle est connue dans nos mondes occidentaux, c'est ce qu'on observe, c'est ce que vous avez pu observer pour ceux qui l'ont connue ou qui l'ont vue dans leurs proches, mais elle diverge aussi de la dépression dans d'autres cultures, et notamment de celles qu'on retrouve dans d'autres rivages. On a vu que la pensée dépressive pouvait substituer à la fatigue, au ralentissement, à l'absence de volition. On a vu que la pathologie de la tristesse, qui est celle qu'on imagine, elle devient aussi trouble de la motricité. Et cette diversité clinique, elle peut aller encore plus loin, notamment lorsqu'on quitte nos contrées occidentales pour aborder ces autres rivages.
Et quand on prend en charge des patients d'origine subsaharienne, par exemple, d'Asie du Sud-Est ou sud-américain, on peut avoir l'habitude de chercher la dépression, et c'est ce qu'on fait en tant que psychiatre, derrière des apparences qui deviennent des apparences trompeuses. Ce qui fait que la frontière aussi entre le normal pathologique devient difficile à cerner. Les croyances dépressives chez ces sujets, elles divergent souvent du discours occidental. Il y a une moindre présence de la culpabilité, une moindre présence de l'indignité. L'expression, peut-être, elle en est moins aisée, elle laisse souvent la place à des plaintes qui sont assez floues, plutôt sur la fatigue, sur l'énergie. Une patiente africaine qui peut dire, par exemple, « je suis fatiguée, mon corps ne me porte plus, je n'ai plus la force, je n'ai plus de force ». On retrouve aussi dans ces formes de dépression des préoccupations physiques qui sont beaucoup plus marquées, c'est un grand classique de la sémiologie dépressive, des douleurs diffuses des membres inférieurs, des sensations désagréables au niveau viscéral, une céphalée traînante. J'ai été notamment marqué dans ma pratique par une patiente qui était originaire de Mandchourie, dont les proches avaient noté le désintérêt progressivement croissant pour le monde, mais dont la seule plainte était une douleur persistante à l'arrière du crâne. Le discours de la dépression s'était mué chez elle en un discours sur le corps. Bon, comment différencier ces symptômes? En général, c'est l'efficacité des antidépresseurs sur ces symptômes qui a grandement participé à leur unification nosographique et nosologique, notamment en incorporant ces éléments venant de l'anthropologie. Face à ces symptômes, nous agissons en fait comme si nous disposions avec les antidépresseurs d'un test thérapeutique, ce qui permettrait par exemple, si l'on suit Jean Delay, que le traitement devienne lui-même un outil pour comprendre le phénomène. Ce qui rend aussi compliqué la frontière avec ce phénomène. Cette préoccupation corporelle, elle n'est pas anodine, et on abordera un peu cette question-là, j'espère, dans les questions, parce que notamment au regard de ce qu'on a abordé avant et au regard des nouvelles théories de la dépression, que j'espère pouvoir aborder avec vous, il y a des théories qu'on dit interoceptives aujourd'hui, des théories qui impliquent beaucoup le corps, la façon dont le corps et le cerveau communiquent, qui sont liées notamment à la façon dont le cerveau est capable de prédire ce qui est des signaux corporels, de prédire l'activité cardiaque, de prédire la motilité viscérale, de prédire la façon dont nos muscles vont se tendre ou se distendre. Et bien, toutes ces théories-là, elles sont centrales maintenant pour comprendre la dépression et pour la ramener vers quelque chose qui est beaucoup moins psychologique et beaucoup plus corporel. Puis ça résonne aussi avec le syndrome de Cotard dont on a parlé, sa sensation que les organes ont disparu et les préoccupations somatiques que l'on peut parler des patients. Alors finalement, si on synthétise tous ces éléments, on arrive à un tableau disparate, mais relativement restreint, de symptômes qui s'intègrent dans le spectre de la dépression. Ce sont d'ailleurs ces critères qui ont été conservés dans nos classifications psychiatriques contemporaines, notamment le DSM-5, pour laquelle la dépression est définie par une association de 5 symptômes pendant au moins 15 jours, avec la présence indispensable d'au moins l'un des deux symptômes cardinaux dont on a parlé, qui sont la tristesse ou la baisse de plaisir, tristesse ou anédonie que vous avez là. Et puis, au moins, soit 4, soit 3 symptômes qu'on rajoute, donc notamment l'anorexie, le manque d'énergie, le fait d'avoir des troubles neurocognitifs, le fait d'avoir des idées suicidaires, le fait d'avoir des croyances dépressives, et l'ensemble le ralentissement, très important, et l'ensemble de ces différents spectres qui fait finalement ce que peut être la phénoménologie complète, synthétique de la dépression. Bon, ça c'est des précisions en plus, mais pour valider le diagnostic, il y a bien sûr une question de changement avec l'état antérieur qui est extrêmement important, une altération du fonctionnement social, du fonctionnement professionnel du sujet, et puis le fait que les symptômes ne doivent pas être attribuables à une substance ou à une affection médicale en cours. Mais c'est des choses qui sont importantes en termes de précision diagnostique. Alors ça, c'est aussi important parce que c'est une vision qui est très clinique de la dépression, mais la dépression, c'est aussi bien d'autres choses. Et on pourra l'aborder dans la partie discussion. La dépression, c'est aussi quelque chose qui a du sens en termes de traitement de l'information, en termes de la façon dont on se positionne par rapport à notre rapport au monde, à la façon dont on intègre les informations qui nous viennent du monde. Il y a quelque chose qui est assez fort qu'on appelle le cercle vicieux, qui peut se mettre en place dans la dépression, qui est à quel point les croyances qu'on peut avoir sur le monde, notamment en termes de récompenses et d'expériences aversives, vont influencer la façon dont on agit dans le monde, la façon dont on met en œuvre ces croyances, dont on met en œuvre ces comportements. Actions qui vont elles-mêmes modifier la perception, le retour expérientiel qu'on peut avoir du monde, et qui va lui-même être englobé avec la dimension affective, sachant que, bien sûr, les émotions que l'on a en rapport avec le monde sont directement reliées à l'expérience perceptive qu'on peut en avoir. Ce qui fait une sorte de cercle vicieux ou d'engrainement
où finalement chaque symptôme de la dépression finit par s'auto-renforcer lui-même, et ce qui fait qu'on a une difficulté aussi à traiter de façon psychothérapeutique ces troubles. Alors si on quitte cette clinique si singulière de la dépression, qui est quand même importante pour être sûr que l'on parle de la même chose, pour revenir sur des considérations plus théoriques, on peut se dire que comme de nombreux autres troubles médicaux et psychiatriques, mais plus encore que pour la majorité d'entre eux, la dépression se trouve au carrefour de causes qui sont biologiques, qui sont psychologiques et qui sont sociétales, si tant est que l'on puisse les distinguer d'ailleurs de cette manière. Il y a quand même une question qui se pose et quelque chose qui nous questionne, c'est que la suprématie épidémiologique de la dépression par rapport à tous les troubles mentaux interroge sur la façon dont on articule cette causalité mécanistique. Finalement, il y a une question qu'on se pose très souvent, c'est de quoi nos sociétés contemporaines, quand on voit cette épidémiologie dramatique de la dépression, sont-elles malades? On connaît certes des dynamiques démographiques et sociétales qui sont en mesure de favoriser les changements épidémiologiques de la dépression. On a une augmentation de l'espérance de vie dans la majorité des nations occidentales, on a des mutations sociétales qui réduisent le poids des pratiques religieuses, on a la fin des transcendances mystiques, on a la fin, l'émoussement finalement du noyau familial et du rôle du noyau familial dans la vie d'un individu. On a cet isolement terrible, individualiste, qui peut nous empoigner. On a également énormément de choses qui sont liées à l'augmentation de la fréquence des situations de stress aigu ou prolongé, notamment le stress qui est lié aux relations interpersonnelles, tout ce qui va être lié à la relation à l'autre. On a les modifications des systèmes hiérarchiques au sein des structures professionnelles. On peut citer également toutes les causes qui sont souvent oubliées, dont on parle moins, notamment quand on prend une dimension sociologique. L'accroissement de la prévalence des maladies cardiovasculaires, des maladies respiratoires, des maladies endocriniennes ou des maladies inflammatoires qui créent finalement les conditions biologiques pour l'installation d'une dépression. Finalement, si on prend ce cadre très large, les troubles dépressifs, comme de nombreuses autres affections, constitueraient presque le tribut que nous payons collectivement et individuellement pour notre longévité. Mais on peut aussi voir, et c'est ce que certains suggèrent, que d'autres forces mettent en tension la condition humaine contemporaine. Certains soulignent d'ailleurs le lien entre cette épidémie mondiale de la dépression et les mutations de l'individualité depuis la fin du XXe siècle. Ce trouble psychiatrique, plus que tout autre, apparaît en effet comme le miroir inversé de l'homme accompli, l'homme socialisé, et même de l'idéal qu'on peut se faire du self-made man conquérant de la société de consommation et du plaisir. On peut citer à ce sujet le travail remarquable du sociologue Alain Ehrenberg, que vous connaissez probablement, dans La fatigue d'être soi, qui pointe de quelle manière le passage d'un cadre social qui était un cadre très disciplinaire, une structure hiérarchique, où chacun finalement avait une place qui lui avait été définie, à ce cadre social individualisé, où tout le monde est invité à être l'artisan unique de son existence, et bien finalement pourrait constituer aussi l'un des facteurs dépressiogènes de nos sociétés. Si on garde cette approche théorique, la dépression constituerait presque une forme de réponse de retrait, de mise à l'abri face aux injonctions contemporaines de l'individuation ou de l'individualisation, je ne sais pas dans quel sens on peut le prendre, entrepreneuriale et consumériste, qui se combine finalement avec une médicalisation très extrême de notre existence, et en particulier de la psychologie. Cette autonomie apparente, cette injonction à l'autonomie qui enfermerait l'individu finalement dans un entre-deux de conquête et de souffrance, en le sommant constamment d'agir tout le temps, pour préserver sa toute-puissance face au monde. C'est intéressant d'ailleurs si on prend la clinique motrice de la dépression qu'on a détaillée, notamment et la transition épistémologique qu'on a proposée entre dépression comme pathologie de la tristesse à dépression comme trouble de la motricité, parce que ça pourrait être aussi l'un des reflets de l'impact de ces mouvements sociétaux sur les caractéristiques sémiologiques qui font sens pour nous de la dépression. Notamment le passage d'une dépression romantique qui est fondée sur la conception de la tristesse à une dépression très consumériste, liée au corps, liée à la motricité, qui traduit ce manque d'énergie, ce manque de plaisir, ce manque de désir d'agir. Cette tendance consumériste, elle souligne aussi le rôle de l'expansion sociétale de l'utilisation des antidépresseurs. Rapidement, notamment après leur découverte, on sait que l'offre crée le besoin. Il y a une consommation massive de psychotropes que vous connaissez, qui a débuté au cours des années 60 et 70,
et qui a pu favoriser peut-être le recours à une médicalisation extrême de la tristesse, allant jusqu'à l'invention du fameux Prozac, la fluoxétine dans les années 90, qui était considérée comme une sorte de remède miracle contre la tristesse naturelle de la condition humaine. Il y a une autre approche qui est intéressante, qui consiste à considérer aussi comment les transformations sociétales qui traversent, qui mettent en tension nos sociétés occidentales, bouleversent les rapports du sujet à sa condition humaine, et plus largement à toutes les conceptions métaphysiques qui caractérisent sa condition humaine. Le recul de la religion, la perte du sens symbolique, la dénégation de la mort, de la sienne comme celle des autres d'ailleurs. La dépression dans cette dynamique-là serait alors provoquée par cette érosion des transcendances, finalement imposant à l'individu de forger constamment sa propre transcendance, de décider par lui-même de l'attribution du sens de sa vie, et à partir finalement des maigres armes que la société met à sa disposition, ou des maigres armes que la philosophie peut lui apporter. Le sujet se retrouve alors à opérer dans un monde instable, avec un haut niveau d'incertitude sensorielle, un haut niveau d'incertitude expérientielle, et sans aucun moyen de pallier finalement à cette inanité métaphysique qui le prend. Alors il y a une richesse qui est claire dans ces perspectives sociologiques et philosophiques, mais elles font également courir le risque d'une perte du sens de l'expérience dépressive. Et vous voyez à quel point elles sont en tension, elles sont en contradiction avec le tableau très insistant sur la douleur, sur la phénoménologie, ce que peut être la douleur dépressive que je vous ai évoqué au début. Elles font courir le risque d'une perte de l'expérience dépressive, mais aussi voire d'une vraie dénégation de ce que peut être la souffrance dépressive, qui est rejetée au prisme de ces transformations sociétales. Il y a même le risque de la conception de la dépression comme une maladie de luxe, une maladie de gens privilégiés, réservée d'ailleurs à un Occident privilégié, à ceux qui n'ont pas à subir la souffrance du corps, à ceux qui n'ont pas à subir la faim, la soif, à ceux qui ne vivent pas l'aurore des guerres ou la barbarie des hommes. Finalement, la dépression deviendrait presque une forme d'extrême sollicitude envers soi-même, une forme de nombrilisme occidental qui constituerait presque une insulte à la véritable misère humaine. Brisons un autre mythe. On peut être conjointement affamé et déprimé, vivre sous les bombes et désirer ardemment mourir. Vous connaissez d'ailleurs, si on met en perspective cette dynamique, l'antique et artificielle opposition entre la dépression comme maladie mentale, provoquée par des dérèglements cérébraux, comme trouble psychologique lié aux événements douloureux de la vie, ou encore comme mal sociétal consacré par notre organisation collective. Les deux dernières conceptions sont souvent adjointes pour n'en former qu'une seule, finalement opposant une dépression qui est très endogène, une conception naturaliste de la dépression, fondée sur le fonctionnement cérébral, et une dépression réactionnelle, finalement dont l'expression symptomatique psychologique apparaît comme le reflet de quelque chose, une causalité qui dépasse largement l'histoire individuelle. Cette opposition, elle évoque bien sûr des modes de pratique différentiels que vous connaissez, notamment entre la psychanalyse et la psychiatrie qui est dit plus biologique. Mais ces conceptions divergentes à propos des causes de la dépression, elles reflètent aussi des choses beaucoup plus larges qui sont liées à l'éternelle querelle entre les rapports du corps et de l'esprit, entre les querelles des monistes et des dualistes qui ont été déjà évoquées de nombreuses fois. Ce qu'on observe en tout cas, c'est que depuis les prémices de l'aliénisme, les cliniciens, ils voient que certaines dépressions surviennent en l'absence de tout changement, en l'absence de tout événement notable dans l'histoire de l'individu. Elles s'installent sans qu'un deuil, sans qu'une séparation, sans qu'un traumatisme ou un conflit ne soit rapporté dans l'histoire récente, ou même dans l'histoire large, dans le long terme du tissu de vie de l'individu. Un autre exemple frappant, quelque chose qui me fascine beaucoup, est celui de la dépression du postpartum, qui désigne cet épisode dépressif qui survient généralement dans l'année qui suit la naissance d'un enfant, qui est associé à une morbidité maternelle énorme, et qui est présente chez environ 20% des femmes, ce qui est un chiffre aussi qui nous évoque quelque chose de fort, et qui survient surtout, et ça c'est très important, même lorsque la grossesse ne connaît pas de complications, même lorsque la femme est, en tout cas dans son discours, dans la façon dont elle peut l'évoquer, tout à fait en accord avec ce projet de grossesse, avec le bonheur qu'elle peut être en train de vivre. Alors finalement, cette vision très organiciste, naturaliste de la dépression, elle a aussi été renforcée par la découverte de l'efficacité des antidépresseurs,
Vous connaissez très rapidement, mais l'histoire des traitements au début de la dépression qui a été marquée par la sismothérapie, les électrochocs, Hugo Serliti, 1938. Puis il a découvert de nombreuses molécules plus tardives, l'hémipramine, qui était une molécule voisine de la chlorpromazine en France, dont vont être issus les tricycliques, puis enfin les inhibiteurs de la monoaminoxydase, et plus tardivement les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, la célèbre sérotonine que tout le monde connaît, et de la noradrénaline. Ces découvertes, elles ont participé très largement à une théorie qu'on dit monoaminergique de la dépression, qui est une théorie très organiciste, qui a été proposée notamment par Davis en 1964 pour la noradrénaline, donc avant la sérotonine d'ailleurs, puis par Köppen pour la sérotonine. C'est une théorie qui suppose un déficit ou une déficience de la présence et de la transmission qui est médiée par les neurotransmetteurs tels que la sérotonine et la noradrénaline. Finalement, ça fait peut-être de la dépression une sorte de souffrance, enfin de la souffrance psychique qui est liée à la dépression, peut-être rien d'autre qu'une affaire de biochimie cérébrale, quand on a ces visions qui sont très endogènes de la souffrance dépressive. Alors vous le savez probablement, et en lien avec cet héritage très théorique, les neurosciences sont aujourd'hui portées au firmament de la recherche en psychiatrie, notamment sur la dépression. On les convoque sans cesse pour expliquer tous les champs de l'expérience du réel, comme si finalement elles détenaient les clés majeures de notre esprit. On les convoque pour expliquer la joie, pour expliquer la douleur, la sexualité, l'amour. Tout devient prétexte à être cerveau. Et ces conceptions naturalistes de la dépression ne font pas exception, parfois en mêlant sans distinction des éléments psychologiques et biologiques, au risque d'une véritable indigence épistémique. Alors c'est important cette mise en garde, parce qu'on fait souvent un amalgame coupable, notamment dans la dépression, entre la cause et le mécanisme. On peut considérer par exemple qu'un sujet est déprimé parce qu'il porte le poids nouveau de la responsabilité individuelle dans un monde de plus en plus autocentré, c'est ce qu'on a pu détailler avant, ou parce qu'il existe des anomalies dans le traitement cérébral des informations qui impliquent ces antidépresseurs et ces neurotransmetteurs monoaminergiques. Mais ces deux types d'explications ne sont pas forcément des explications qui sont concurrentes. Dans le premier énoncé, on énonce les causes, tandis que dans le second, on décrit le mécanisme, les deux pouvant bien sûr être totalement intrinsèques. La causalité des phénomènes, et notamment c'est le cas majoritairement, je pense, dans la dépression, on pourra en discuter après, elle peut s'hybrider notamment avec la description mécanistique, notamment lorsqu'on descend à des échelles de description qui sont des échelles beaucoup plus microscopiques que je vous ai proposées ici. Vous avez clairement plusieurs échelles de description d'un même phénomène. C'est ce qu'on fait par exemple en neurosciences computationnelles, on pourra en parler après. On peut voir qu'un déficit enzymatique, des modifications hormonales, peuvent par exemple impacter la neurotransmission sans nécessité d'intervention de plus hauts niveaux causaux dans l'explication causale qu'on va pouvoir avoir d'un phénomène. Dans un monde idéalisé d'ailleurs, imaginaire, ne comportant aucun élément dépressiogène, j'espère que ce monde n'existera jamais, une mutation impliquant la voie du tryptophane et de la sérotonine provoquera une dépression aussi sûrement qu'une situation prolongée d'exclusion sociale, qu'un vécu traumatique ou que toutes les situations aversives pouvant provoquer la dépression. De la même manière, finalement, les expériences aversives et le stress du quotidien entraînent des conséquences physiologiques qui sont elles-mêmes susceptibles d'impacter tous les mécanismes cérébraux qui sont impliqués dans l'apparition d'une dépression. Il y a un mot d'un philosophe que j'aime bien, qui est situé parmi nous, qui dit « Il n'y a rien de plus déprimant que le malheur et rien de plus malheureux que la dépression ». Le caractère aversif d'ailleurs du monde peut découler d'événements mineurs qui émaillent la vie normale du sujet, voire à partir de causalités qui nous semblent à nous, en tant qu'observateurs extérieurs, très paradoxales. Par exemple, lorsqu'une dépression survient après un événement qui avait été longtemps désiré. On a parlé de la dépression du postpartum, mais il y en a de nombreux autres. La dépression du sujet adulte, souvent masculin, qui arrive au poste qu'il avait longtemps désiré toute sa vie, et qui finalement, au moment où il l'atteint, se met à développer un état dépressif qui nous semble paradoxal par rapport à son spectre expérientiel. Finalement, toutes ces hiérarchies causales, elles ne s'additionnent pas comme des causes distinctes, mais elles sont intégrées dans un même faisceau causal. Choisir d'expliquer la dépression comme un neuroscientifique ou comme un sociologue, et peut-être même comme un philosophe, revient simplement à choisir un mode de discours et un espace spécifique de description de la hiérarchie causale.
Alors pour conclure, il est quand même bon de rappeler que la prévention et le traitement des troubles dépressifs, en particulier chez l'adolescent et le jeune adulte, constituent encore et toujours une priorité de santé publique. Il y avait eu un très beau colloque à ce sujet il y a quelques mois. Il y a un intérêt très fort à agir avant l'instauration de la morbidité rhizomatique, on a détaillé, en essayant de court-circuiter justement les conséquences de la dépression sur l'environnement de l'individu, avant même qu'elle s'installe, avant même que ce cercle vicieux qu'on a pu détailler font que la perception, la croyance, l'émotion, l'action soient engrainées dans quelque chose qui soit toujours tiré vers le négatif, et avant bien sûr que l'environnement social soit brisé par ce qui en fait le trouble. Cet objectif est important parce que les politiques de prévention en santé mentale, et ça vous le savez, reposent en grande partie sur des facteurs politiques, des facteurs sociétaux, sur lesquels les pouvoirs publics exercent une influence directe, peuvent exercer une influence directe. Contrairement à plein d'autres pathologies, et on pense à plein d'autres pathologies neurologiques notamment, pour lesquelles les facteurs organiques, génétiques prévalent. Il nous faut agir activement en psychiatrie, avec les armes dont nous disposons, sans cesser de réfléchir notamment à la limite de nos pratiques, et bien sûr à l'indigence parfois de nos certitudes médicales. Alors, il y a une perspective d'avenir dont je voulais vous parler, et je voudrais qu'on en parle après dans la discussion, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est portée par un nouveau type de molécule, une nouvelle type d'approche thérapeutique, qui modifie beaucoup d'ailleurs notre rapport à ce que peut être la pharmacologie, à ce que peut être la thérapeutique, et qui est portée par les molécules psychédéliques, notamment comme la psilocybine que vous avez ici, qui est une molécule issue des champignons hallucinogènes, ou d'autres molécules psychédéliques qu'on utilise couramment, ou des apparentés psychédéliques, comme la kétamine, que dans mon unité, par exemple, j'utilise tous les jours avec mes patients. Alors ces molécules, elles sont étonnantes parce qu'elles sortent du champ médical. Vous savez que c'est des molécules qui ont été interdites pendant très longtemps. Il y a eu une prohibition importante sur ces molécules. Elles sortent du champ médical, mais elles viennent d'un champ qui est un champ beaucoup plus large que celui de la pharmacopée. Elles viennent d'ailleurs d'un champ qui est lié à l'antéogénèse, qui est lié au chamanisme parfois, avec une utilisation par exemple de la psilocybine dans des sociétés traditionnelles à des visées qui étaient à la frontière des frontières du mystique et des frontières du soin. Et puis elles sont ramenées aujourd'hui dans le champ médical, notamment en vue de l'efficacité assez remarquable sur la symptomatologie, telle qu'on a pu la décrire avant, telle qu'on la conçoit, de la symptomatologie dépressive. Alors pourquoi c'est si efficace? C'est une vraie question de recherche, on va pouvoir en parler. Je vais vous présenter déjà une ouverture de pensée. Il faut se dire que ces molécules, contrairement aux antidépresseurs classiques, contrairement à ce qu'on connaît de notre pharmacopée habituelle, qui ont des effets, comme on l'a dit, plutôt 3 semaines, 1 mois, parfois plus, avec un risque d'idée suicidaire, c'est des molécules qui améliorent les symptômes de la dépression en quelques heures. C'est-à-dire qu'un patient qui, avant, souffrait pendant 1 mois, avec l'utilisation, par exemple, de ce type de molécules, en quelques heures, on a une réduction de son expression de la souffrance. Vous voyez que ça met quand même en tension et nos certitudes médicales et la façon dont on peut se placer en tant que médecin. Alors pourquoi elles sont intéressantes, ces molécules? Parce qu'elles ont des effets sur notre cognition, sur notre perception du monde, sur nos émotions, qui sont des effets qui résonnent un peu avec les dimensions aussi métaphysiques qu'on a évoquées à propos de la dépression. Ces effets, et notamment là je vais vous parler de la kétamine, ces effets qu'on définit comme des effets psychodysleptiques. On peut les définir aussi comme psychédéliques si on les prend au sens large. C'est des effets qui, pour la kétamine par exemple, ont des effets qu'on dit dissociatifs, dans lesquels le patient va avoir la sensation de sortir de son corps, va avoir la sensation de flotter pendant l'administration au-dessus de son corps, la sensation que son corps s'allonge ou rétrécit, la sensation que le réel autour de lui commence à s'estomper, la sensation que son propre corps finit par lui être étranger, et puis quelque chose qui est vécu comme un effet idéolytique de la pensée, où les pensées disparaissent, l'identité même est un peu brouillée, et tout ce qui faisait sens dans la vie du patient commence à être un petit peu remis en cause. Quelque chose d'assez fascinant, c'est qu'après l'administration d'un produit comme celui-là, la façon dont le patient se positionne par rapport à ses propres croyances sur le monde, sur lui-même, sur l'environnement, est un petit peu transformée. Et les patients d'ailleurs sortent de cette expérience en disant « mais quand je repense aux choses que j'avais en tête, à ce contenu mental, à ces pensées qui étaient présentes il y a quelques heures avant l'administration, je me dis mais est-ce que ce n'était pas un étranger qui était en train de les penser? Un sentiment d'étrangeté par rapport à soi-même. » Bon, ça fait sens par rapport
à ce dont on a parlé par rapport à la dépression. Alors bien sûr, il y a aussi tout un champ qui est un champ intéressant, qui est un des champs de recherche principaux qu'on a par exemple à la Pitié-Salpêtrière, qui est celui de la façon dont on peut utiliser ces effets transpersonnels, ces effets presque mystiques. D'ailleurs, les patients qui décrivent quelque chose de mystique, il y a une dimension antéogénique aussi dans cette administration. Comment on peut l'utiliser avec la psychothérapie? Parce que pour les psychothérapeutes, et notamment pour les traditions plus ancestrales de psychothérapeutes, il y avait aussi cette dimension de transformation pleine et entière du rapport du sujet au monde, et pas juste du traitement du symptôme, pas juste de l'abrasion de la souffrance, mais de la transformation de quelque chose de plus complet. Et il y a toute une thématique de clinique et de recherche qui consiste justement à utiliser les effets psychédéliques, les effets psychodysleptiques de ces molécules hallucinogènes au sens large, pour justement médier des effets psychothérapeutiques en les accompagnant, en potentialisant ce que peut être théoriquement l'effet d'une psychothérapie et en permettant au sujet d'accéder différemment, plus rapidement peut-être, ou peut-être différemment, il y a peut-être une différence de nature, on pourra en discuter, à quelque chose qui est considéré comme un état non pathologique. Alors c'est intéressant parce que ça pose aussi, ça transforme la place qu'a la psychothérapie par rapport à nos pratiques. Et ça transforme aussi le rôle qu'on attribue à ces psychothérapies dans la guérison d'un épisode dépressif, dans la guérison d'un état dépressif. Alors est-ce qu'on peut en conclure en citant encore André Comte-Sponville, Marx est mort, vive les psychotropes, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut rester vigilant face à cette vague psychédélique qui est intéressante à de multiples aspects, sur le plan théorique, sur le plan clinique, sur le plan éthique. Et qui nous promet probablement de nombreux paradis artificiels contre la dépression, avec le risque quand même, et c'est un risque qu'on doit garder en tête, de nouvelles métamorphoses finalement de ce mal du siècle, qui est un mal qui peut prendre de multiples visages. Ouais, je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Udo Böttmann, pour cet exposé très riche, très stimulant, parfois un peu inquiétant, parfois rassurant selon la position où on se trouve en fonction des critères que vous évoquez. Bref, la parole est à vous, bien sûr. Je rappelle la règle. Ces débats sont enregistrés, seront transcrits, publiés. Donc, quand vous prenez la parole, merci de commencer par vous présenter, par dire votre nom et éventuellement votre fonction. La parole est à la première ou au premier qui la demande. Alors, Marie-Françoise Auffrère, je suis philosophe. Alors, si j'ai bien compris, je ne suis pas sûre, vous avez dit qu'il y avait deux causes dans la dépression, c'est-à-dire l'état physique et l'état psychique, si je peux faire cette distinction. C'est-à-dire que le Prozac permet de modifier l'état du corps et de réduire la dépression ou la supprimer. C'est quelque chose de physique. Et alors la deuxième chose, c'est le côté psychique, c'est-à-dire que vous avez intitulé votre conférence « La dépression mal du siècle ». Ça veut dire que le siècle, c'est une cause. Et que la cause, elle varie selon les siècles. Alors, une question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a des sociétés sans dépression ? C'est une fiction, je ne sais pas, ou une réalité. Alors, la deuxième chose, c'est comment agir sur la dépression. Alors, moi qui en fait partie de ce genre un animal qui a subi une dépression dans sa vie, je dirais que c'est une des chances de ma vie. Parce que, alors moi je suis passé par les psychotropes, j'ai vu une psychanalyste qui a converti ma vie. C'est-à-dire que de négative, bon je résume un petit peu, je suis passé positive par la psychanalyse. Alors la question que je me pose, c'est-à-dire que c'est important ça, on soigne la dépression, ça se soigne. Mais est-ce que la dépression, ma solution, elle était individuelle, j'avais les moyens de payer la psychanalyse, mais est-ce qu'il n'y a pas des solutions sociales ? Puisque la cause est sociale,
Est-ce que les solutions ne sont pas sociales? Alors le truc, c'est que tout change tout le temps, de toute façon. Bon, il y a plein de bouleversements maintenant, mais il y en a toujours eu. Alors, la question que je pose, c'est que je n'arrive pas à voir, d'une part, comment le corps, l'état du corps produit agit sur le psychisme. Ça, j'arrive pas à comprendre l'action du Prozac. Pour moi, c'est incompréhensible. Et puis la deuxième chose, c'est les problèmes de sens. C'est-à-dire comment quelque chose qui n'est pas matériel, enfin autre chose que Prozac, des médicaments, comment est-ce que ça peut guérir la dépression? C'est des questions fascinantes de philosophie de l'esprit et qui embrasent aussi la recherche en psychiatrie parce que, alors moi je suis fondamentalement moniste. Fondamentalement moniste dans le rapport du corps et de l'esprit. Et donc toutes les causes qu'on a pu évoquer, alors quand on faisait la distinction, ce dualisme très fort entre des causes sociétales, des causes psychologiques, des causes endogènes, on a bien compris que c'était une distinction qui était qui n'était pas du tout justifiée par les faits et qui était très schématique. Là, pour moi, en définitive, la dépression reste quand même quelque chose qui est un trouble avec une expression cérébrale. Et cette expression cérébrale étant finalement la dimension la plus basse de la hiérarchie, avec plein de hiérarchies même au sein de la dynamique cérébrale. Et par contre, dans ces mécanismes cérébraux, on peut retrouver de nombreuses causes qui sont en effet reliées entre elles et dont les effets sociétaux peuvent influencer sur des dynamiques qui sont des dynamiques très corporelles. Je vous donne un exemple très simple, qui est un exemple très classique quand on aborde le sujet, c'est l'effet par exemple des rythmes de travail, donc de la façon dont, en fonction de nos professions, nos rythmes circadiens sont régulés, nos rythmes de sommeil, de lever sont régulés. On sait que ça a des effets sur des rythmes biologiques, qui sont des rythmes liés du cortisol par exemple, ou d'autres hormones, qui vont être impliqués eux-mêmes dans la dépression. On sait aussi que selon notre état économique, notre alimentation diffère, l'alimentation étant elle-même reliée à des voies biochimiques qui vont être intégrées par exemple dans la génération des neurotransmetteurs au niveau cérébral. Donc c'est des influences directes qui sont des influences causales liées à des effets sociétaux, mais qui ont quand même une expression neurologique et finalement une mécanistique qu'on peut expliquer de façon neurologique. Alors après, finalement, comment le corps et la pensée interagissent et finalement comment les antidépresseurs vont agir sur le corps pour modifier cette clinique dépressive et cette phénoménologie dépressive, ça c'est un truc qui est fascinant. Alors il y a plein d'hypothèses. Les plus actuelles et les plus, à mon avis, les plus valides sur le plan scientifique, c'est des hypothèses qui utilisent la façon en fait, dont les signaux sont à tout moment prédits par le cerveau. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les hypothèses de traitement prédictif, où en fait on se rend compte que notre cerveau, dans son rapport au monde, est un cerveau qui n'est pas un cerveau qui prend les choses comme elles sont, mais qui les prédit à tout moment. Et ces prédictions sont comparées à tout moment en fait, à la réalité sensorielle du monde. Ce qui fait qu'on est toujours dans un rapport qui est un rapport presque halluciné. C'est-à-dire que notre perception du monde, c'est une hallucination contrôlée dans cette vision-là. La réalité sensorielle que vous avez, extéroceptive, le fait de voir, d'entendre ma voix, de sentir la chaleur autour de nous, de sentir la présence de cette chaise, c'est quelque chose qui finalement est une prédiction constante des causes de ces entrées sensorielles et qui est comparée à ce que vos organes, à ce que les neurones qui sont situés sur la surface de votre peau, à ce que tous les neurones qui sont impliqués dans votre olfaction vont vous renvoyer comme information. Ça, dans la dépression, c'est quelque chose qui est extrêmement modifié. Et notamment, il y a des choses qui sont de très très bas niveau qu'on va retrouver, qui sont liées aux symptômes dépressifs. Quelque chose qui est intéressant, c'est que la perception visuelle, par exemple, des sujets déprimés, elle est modifiée. À la fois en termes de forme, d'intensité de couleur. Les sujets déprimés ont tendance à voir le monde en plus gris qu'il ne l'est réellement. Ce qui est assez fou en termes de pensée. Ils ont tendance aussi à percevoir les odeurs comme beaucoup moins agréables, les odeurs qui sont pour tout le monde agréables, donc la valence même de cette olfaction va être modifiée. Les antidépresseurs, ce qu'on voit, c'est qu'ils modifient de façon très très précoce en fait, des choses qui sont très très loin de notre conception de l'humeur. On l'a vu, la conception de l'humeur, c'est quelque chose de très large qui implique à la fois des cognitions de très haut niveau, comment on se considère soi-même, la capacité d'agir dans le monde, comment est-ce qu'on va faire des comportements d'exploration, comment est-ce qu'on va fuir les réactions qui peuvent être aversives, la façon dont on perçoit le monde aussi, la façon dont on perçoit la dynamique de récompense et de difficulté dans les expériences du quotidien. Et les antidépresseurs, on le voit très très avant l'effet, très précocement avant l'effet subjectif sur l'humeur, ils vont modifier le traitement des informations sensorielles. Et ça, c'est quelque chose d'assez formidable.
c'est des expériences qui ont été faites depuis une dizaine d'années, on donne des antidépresseurs monoaminergiques classiques. Et en fait, on va apercevoir que notre capacité à détecter les sourires en voyant des visages, notre capacité à voir la potentialité de récompense d'une expérience va être directement modifiée. C'est-à-dire que par exemple, après une seule dose d'antidépresseur, des sujets, 4 à 6 heures après, ils vont avoir une perception des sourires dans l'environnement social qui est augmentée. Alors on ne sait pas si c'est la perception qui est augmentée ou si c'est la capacité à percevoir le sourire ou si c'est la capacité à décoder que le fait qu'un sourire soit quelque chose de positif. On ne sait pas où se place la valence et probablement qu'il y a des dépressions qui sont liées à une absence de la capacité à encoder le plaisir, puis il y a des dépressions qui sont liées à l'absence de la capacité même à le percevoir. C'est lié à la différence entre l'anédonie et l'anesthésie affective notamment qu'on a pu détailler. Mais ça nous montre déjà une vision très mécanistique de l'effet des antidépresseurs qui sort largement d'un effet plus psychologique. La psychologie n'apparaissant, même avec toute la noble teneur de la psychologie pour notre vie mentale, n'apparaissant finalement qu'en ersatz de choses qui sont beaucoup plus corporelles, beaucoup plus fondamentales, beaucoup plus liées à cette communication entre le corps et le cerveau. On le sait, il y a un phénomène que j'adore qui s'appelle l'alliesthésie. Je ne sais pas si c'est un phénomène que vous avez déjà entendu parler, qui désigne en fait la façon dont l'état de notre corps, l'état de notre propre corps, donc notamment notre interoception viscérale, va déterminer la valeur ou la valence des phénomènes qu'on observe dans le monde. L'alliesthésie, ça fait que, par exemple, selon l'état de nos viscères et selon notre digestion, par exemple, on peut percevoir certains signaux alimentaires, si on reste sur des signaux simples, comme plaisants ou déplaisants. Un exemple d'alliesthésie très simple, quelque chose que vous adorez manger, et si vous avez atteint la satiété ou si vous êtes malade, et bien cette chose-là, vous allez la percevoir en termes de structure morphologique, et même en termes de valence, en termes de valeur, comme beaucoup moins appétissant, comme beaucoup moins belle que la plupart du temps. Ça va déterminer aussi, d'une certaine façon, pour les philosophes qui s'intéressent au sens esthétique, notre capacité esthétique. Ça va déterminer énormément de choses. Ça peut déterminer aussi des croyances de beaucoup plus haut niveau. Pour ceux qui étudient, par exemple, la façon dont on se positionne par rapport à des thématiques politiques, ça peut déterminer beaucoup de choses. Oui, Jean Cavazoué, professeur d'économie et de politique de santé depuis un demi-siècle. Il y a 25 ans, j'ai étudié en Bretagne les variations de taux de suicide à l'échelon des cantons. Et très curieusement, la variation des taux de suicide était très très proche de la carte de la langue. C'est-à-dire on se suicidait beaucoup plus dans la partie bretonnante, 61 pour 100 000, alors que la moyenne française à l'époque était 16 ou 17 pour 100 000. Et l'Ille-et-Vilaine était un département français et l'autre partie de la Bretagne était très caractéristique de ce point de vue-là. Alors, bien entendu, Durkheim suffit pour en partie expliquer ces différences, mais ma question c'est, y a-t-il ou n'y a-t-il pas de base génétique à la dépression ? Alors c'est vrai qu'on a peu abordé cette dimension génétique. On sait qu'il y a une dimension génétique de vulnérabilité aux épisodes dépressifs, et notamment pour ce qui est lié à ce qu'on appelle le trouble bipolaire, dont vous avez déjà entendu parler, une alternance d'épisodes plutôt avec une hausse de l'humeur et une baisse de l'humeur, donc des épisodes de manie et des épisodes de dépression. Là, l'importance génétique, le terrain génétique est extrêmement important. Il y a des familles dans lesquelles il y a une prépondérance très importante de troubles bipolaires, en lien avec d'autres troubles d'ailleurs. En général, c'est des liens génétiques qui sont associés à beaucoup de troubles psychiatriques. Ce qu'on sait, c'est que la génétique, bien sûr, ça influence la construction du cerveau, la construction anatomique, mais aussi fonctionnelle, la façon dont les aires communiquent entre elles. Et donc, il y a un rôle très précoce et très important de ces facteurs génétiques dans la construction du cerveau chez l'enfant, et puis dans la façon dont le cerveau aussi va réagir aux expériences. La plasticité cérébrale, c'est un concept que vous connaissez, c'est le fait qu'à tout moment, le cerveau recrée des connexions, se modifie son architecture fonctionnelle en fonction de vos expériences du monde. Rien qu'avoir participé à cette conférence, rien qu'avoir senti ces odeurs, mangé les choses, bu votre café, il y a de la plasticité cérébrale qui s'est mise en place pendant les quelques minutes qu'on a échangé ensemble. À tout moment, à toute expérience de vie, l'expérience et la phénoménologie que vous avez du monde, elle modifie cette plasticité. Les facteurs génétiques, ils influencent aussi la façon dont les événements du monde vont influencer finalement la plasticité cérébrale. Donc ils ont un effet direct à la fois dans la construction du cerveau, et puis aussi d'une façon beaucoup plus large dans la façon dont on réagit aux événements vie. Donc bien sûr, la dépression a des facteurs génétiques, mais ce ne sont pas des facteurs mendéliens en tout cas qui déterminent son apparition, contrairement à d'autres troubles psychiatriques qu'on peut imaginer.
Raphaël Hadas-Lebel, membre honoraire du Conseil d'État. Vous avez insisté tout au long de votre présentation sur l'interaction entre les éléments biochimiques, les éléments psychologiques et les éléments sociétaux qui interviennent dans l'apparition de la dépression. Alors, ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a dans votre esprit une différence de nature entre les affections qui touchent ainsi le cerveau, dans sa composition biochimique, et les affections qui touchent d'autres parties du corps, le cœur, les poumons, l'appareil digestif, où il y a principalement des phénomènes biochimiques? Et est-ce que peut-être une explication dans ce sens de la spécificité des troubles de l'esprit, c'est que les facteurs sociétaux et psychologiques jouent un rôle plus important pour les affections qui touchent le cerveau que pour les affections qui touchent d'autres parties du corps humain? Alors moi je ne ferai pas de différence de nature justement entre les deux, et c'est intéressant parce que quand on explore justement la mécanistique qui va être liée à la causalité de tous les troubles d'ailleurs en général, qu'ils soient mentaux ou médicaux, on peut retrouver des faisceaux causaux qui sont associés à des facteurs sociétaux. Quand on pense au diabète, quand on pense par exemple aux maladies cardiovasculaires, on sait que les maladies cardiovasculaires aujourd'hui, les facteurs sociétaux sont énormes. Et d'ailleurs on parle d'épidémiologie de la dépression aujourd'hui et d'épidémie de la dépression. Il y a bien sûr une épidémie aussi de ces maladies cardiovasculaires liées à l'allongement de la vie, mais qui sont venant de sujets qui sont de plus en plus jeunes, qui sont des sujets qui peuvent parfois même être des sujets sportifs, et des sujets avec un mode de vie considéré comme sain, mais en tout cas très urbain. Donc moi je ne fais pas du tout de différence de nature, et c'est un parti pris entre les troubles mentaux et les troubles organiques plus généraux. Et alors, je trouve que c'est important d'un point de vue éthique, dans ma pratique, de ramener la psychiatrie, tout en conservant les spécificités cliniques, psychologiques, l'approche psychothérapeutique, l'accompagnement du patient, vers quelque chose qui soit aussi une dimension mécanistique organique, parce que ça participe aussi à la légitimité et la légitimisation de ces troubles dans la société, de ces troubles dans le secteur médical, et au fait que, par exemple, la déprime aujourd'hui, le fait d'être déprimé, le fait d'avoir une dépression, va être totalement différencié, normalement pour les médecins contemporains, des états normaux de tristesse, de la capacité réactionnelle qu'on peut avoir à la perte d'un proche, etc., ou de la tristesse naturelle qu'on a à l'approche de la mort. Typiquement, on en parlait juste avant, dans les cas de maladies qui sont incurables, il y a une tristesse naturelle qui peut s'installer, et un des rôles du psychiatre, en lien justement avec cette dimension très organiciste, cette conception très organiciste de la maladie, c'est de pouvoir les différencier. C'est pas la même chose, par exemple, quand on souffre d'une maladie incurable, de s'approcher de la mort avec cette perspective un peu particulière, qui est empreinte de tristesse quand même par rapport à sa propre finitude, et de s'en approcher avec un épisode dépressif. Et je vous promets, quand on est face au patient, on voit très bien la différence. Ça n'a rien à voir. Philippe Lagayette, j'ai été dans la finance publique et privée. Comme vous l'avez dit, on estime, semble-t-il, qu'il y a 10 000 suicides par an, à peu près. Il n'y a pas de chiffre officiel, je crois. Il y a 40 ans, il y avait déjà 10 000 suicides par an. Il y a 40 ans, il y avait aussi 10 000 morts par accident de la route par an. Par une action déterminée, bien organisée et pas tellement coûteuse, on a fait en sorte que maintenant, on a divisé par 3 à peu près ce nombre de morts par accident de la route. Pour les suicides, on n'a rien fait du tout, rien n'a bougé. Alors, quelle est votre interprétation de ce phénomène? Est-ce que c'est parce que on sait faire pour les accidents de la route, on ne sait pas faire pour les suicides? Ou bien est-ce que c'est parce qu'on s'en fout? Ou bien, voilà, qu'est-ce que vous dites sur ce phénomène? Alors, pour vous apporter quand même un peu de contradiction, il y a des choses qui sont faites. Il y a des choses qui sont faites, et notamment ces dernières années, il y a des programmes qui ont été montés, des programmes gouvernementaux, alors qui sont des programmes qui sont beaucoup fondés d'ailleurs sur la notion de lien interpersonnel, de lien à l'autre, le fait de ramener de l'humain. Donc c'est assez intéressant, ces programmes. Des programmes qui mettent au cœur finalement le fait de pouvoir rappeler par exemple les numéros. Alors il y a les numéros verts contre le suicide qu'on connaît, et puis d'avoir un suivi par exemple pour les patients qui ont déjà fait une tentative de suicide. Donc typiquement un patient qui a des idées suicidaires, qui passe dans le système de soins, qui va voir son médecin généraliste ou qui passe aux urgences, ou qui a fait une véritable tentative de suicide, il est censé avoir un suivi personnalisé avec un rappel, c'est-à-dire des gens qui vont le rappeler la semaine d'après, le jour après, en fonction des critères, qui vont permettre de remettre une sorte de lien humain
dans cette médicalisation très importante de la psychiatrie. Donc ça, c'est des choses qui sont quand même, faut le souligner, et qui permettent d'ailleurs, alors les études ne sont pas encore très claires, mais qui permettent probablement quand même de limiter les facteurs de récidive. Les facteurs de récidive étant souvent liés à la sensation pour le sujet d'être abandonné par ses proches, abandonné par la société, dans un rejet complet d'exclusion sociale. On le rappelle, j'en ai pas parlé, mais le rôle de l'exclusion sociale, ou en tout cas du sentiment d'exclusion sociale, est majeur pour les états dépressifs. D'ailleurs, c'est les modèles animaux de dépression, quand les laboratoires testent les antidépresseurs, comment ils font pour créer des états dépressifs chez leurs souris? Eh bien, c'est en créant des modèles d'exclusion sociale. Ils excluent, en général, en laissant l'individu exclu voir ce qui se passe toujours les autres souris qui font société entre elles et en le laissant à part. Et nous, on sait que dans les facteurs majeurs de la dépression, dans la causalité de la dépression, il y a énormément de facteurs qui sont liés à l'exclusion. Le deuil étant une forme d'exclusion sociale aussi. Si on reste très freudien dans notre conception de la dépression, la perte du deuil est une exclusion, mais il y a d'autres types d'exclusion qu'on connaît et qui font partie de nos sociétés contemporaines. Et puis, il faut faire très attention quand on parle de suicide. Alors là, moi, j'ai axé le suicide sur la dynamique de la dépression. Il y a énormément de tentatives de suicide et de suicides qui interviennent sans dépression. Et ça, c'est probablement quelque chose que vous savez. Dans les 200 000 tentatives de suicide dont j'ai parlé, il y en a énormément qui interviennent dans d'autres dynamiques psychiques ou corporelles, mais qui ne sont pas forcément liées à la dépression. Philippe Ozimour, je suis assureur de chirurgiens et d'anesthésistes. J'aurais deux questions pour vous. Est-ce que, c'est l'époque des congrès, il y a énormément de sujets sur le burn-out. Est-ce que vous avez fait un lien entre dépression et épuisement professionnel? C'est la première question. Et la deuxième, je suis très curieux de savoir ce que vous faites en neurosciences computationnelles. J'ai moi-même recruté un docteur en neurosciences computationnelles qui est resté 3 mois avant de partir au CHU de Grenoble. Donc si vous saviez m'éclairer sur ce que fait, comment vous pensez que cette science peut aider dans le sujet de la dépression, je serais très intéressé. Si on commence déjà par les neurosciences computationnelles, c'est vrai que c'est un champ... Alors c'est un champ nouveau des neurosciences qui consiste, alors c'est le schéma qui avait été montré avec des équations, que ça consiste à mathématiser finalement la cognition. Alors ça paraît une ambition extrême, d'ailleurs il y a des philosophes qui se penchent justement sur la question, mais ça consiste à retirer la mécanistique, à observer les liens causaux qui vont être liés entre différents phénomènes, et ces liens causaux à essayer de les expliquer en faisant interagir justement une dimension mathématique avec des algorithmes qui vont permettre d'approximer ce qu'on imagine en termes de mécanistique impliquée. Alors c'est très très impliqué avec notamment les conceptions qu'on dit bayésiennes du cerveau, c'est des choses dont on avait peut-être déjà entendu parler. La conception du cerveau bayésien, c'est l'idée que notre cerveau est une machine probabiliste qui à tout moment essaye de prédire les événements du monde et qui compare justement ces prédictions à la réalité sensorielle. En concevant le cerveau comme une machine probabiliste, on a une plus grande facilité aussi à pouvoir transformer toutes les opérations mentales et toutes les opérations cognitives en quelque chose qui ressemble à des opérations mathématiques. Mais ça a quand même du sens aussi par rapport au caractère de plus en plus scientifique de la psychologie, parce que ça donne même du sens à la phénoménologie de certains états mentaux. Moi, typiquement, dans la façon dont on génère des croyances sur le monde, c'est extrêmement intéressant de voir la façon dont un système peut traiter des informations statistiques pour générer quelque chose soit une synthèse, soit quelque chose qui intègre ces différentes informations statistiques probabilistes et pour en faire quelque chose qui a du sens. C'est intéressant même maintenant pour l'émotion. On se rend compte, il y a des modèles computationnels de l'émotion. Hélène en a parlé un petit peu déjà dans plusieurs articles. Les modèles computationnels de l'émotion, c'est par exemple l'idée que notre rapport au réel, notre rapport affectif au réel, donc la valence dont on a parlé, peut être aussi réduit à des entités mathématiques et à des choses qui sont liées au traitement de l'information, c'est-à-dire au traitement très brut d'informations statistiques, d'informations probabilistes, notamment en termes de prédiction, de récompense ou de punition dans notre environnement, en termes de récompenses de valeurs ou de choses qui peuvent être plaisantes. Et donc ça a du sens même pour une phénoménologie plus large et pour des choses qui sont plus intéressantes que juste décortiquer le fonctionnement cérébral. Probablement que ça aura même du sens un peu en philosophie. Montesquieu, Magazine Books. J'ai une question sur les liens entre anxiété et dépression, donc anxiolytiques et antidépresseurs. Et une question dans la question, c'est est-ce que le recours ou la croyance en la transcendance, qui peut, dans certains cas, améliorer l'anxiété, a un effet sur la dépression? Merci.
C'est une question compliquée. Alors, ça avait déjà été étudié par les anciens psychiatres, notamment qui étaient associés plutôt aux hypothèses phénoménologistes et à une ancienne tradition psychiatrique. Aujourd'hui, j'ai pas connaissance d'études scientifiques qui aient vraiment pointé ces mécanismes-là. À titre personnel, je pense que c'est le cas. Parce que notamment, ce dont on parlait en termes d'effet des psychédéliques, il y a un côté de retour d'une transcendance par les psychédéliques, alors qu'une transcendance étonnante d'ailleurs, parce que c'est une transcendance qui est beaucoup liée à soi-même, qui est beaucoup liée à l'expérience individuelle et pas forcément à des choses de plus haut niveau. Mais il y a d'autres types de transcendance. On sait que les psychédéliques, par exemple, ils modifient les rapports politiques des gens. Et il y a une étude qui a fait beaucoup de bruit où, par exemple, on se rend compte qu'après la prise de psilocybine, les sujets qui avaient pris la psilocybine, qui étaient des sujets sains, c'était aux États-Unis, votaient beaucoup plus démocrates, commençaient à devenir beaucoup plus écolos, avaient une tendance à faire beaucoup plus attention à l'autre, avaient une tendance à être plus empathiques, et c'est des effets qui ont été décrits pendant 1 an. Alors, on ne sait pas trop dans cette étude d'ailleurs ce qui se passait après 1 an, est-ce que d'un seul coup les gens redevenaient républicains, qu'est-ce qui avait lieu. Mais en tout cas, ça montre que les rapports qu'on a avec plein de types de transcendance et plein de types de choses qui sont largement au-dessus du champ de la médecine peuvent être modifiées par ces molécules. Les antidépresseurs classiques, ce n'est pas décrit. C'est des choses, on ne change pas, c'est quelque chose qu'on répète d'ailleurs souvent aux patients, on ne change pas son rapport au monde avec les antidépresseurs. Les antidépresseurs modifient probablement des micro-mécanismes dont on a parlé notamment en termes de perception, mais qui sont des mécanismes de beaucoup moins haut niveau. Mais les psychédéliques, et le LSD, c'est quelque chose que vous connaissez, qui a été utilisé notamment dans des contextes de modification de la flexibilité cognitive par des organismes gouvernementaux pour induire des pensées, pour faire du lavage de cerveau. C'est des molécules qui modifient quand même des trucs de très très haut niveau en termes de cognition. Et donc probablement aussi en termes de ces objets qui font de transcendance. Vous n'avez pas vraiment répondu, ou alors je n'ai pas saisi, sur la question, sur le rapport entre l'anxiété et la dépression, et donc sur la différence entre les antidépresseurs et les anxiolytiques. Alors les anxiolytiques, ce sont des suspenseurs momentanés de l'émotion. C'est cliniquement un anxiolytique, quand on en prend, on a une sensation d'apaisement, momentanée. Mais ce qu'on sait sur l'effet des anxiolytiques, c'est que ça ne modifie pas sur le long terme justement le rapport du sujet au monde et les cognitions. Et d'ailleurs, on peut prendre pendant extrêmement longtemps des anxiolytiques et ne pas guérir, avec toutes les limites qu'on met sur ce terme guérir, d'un état dépressif. C'est-à-dire que ce qui faisait sens pour le sujet en lien avec cette dépression n'est pas modifié par les anxiolytiques, alors que les antidépresseurs, même s'ils n'ont pas cet effet suspenseur momentané de l'émotion, ils vont avoir un effet de beaucoup plus long terme, d'un niveau beaucoup plus bas probablement dans la hiérarchie causale, et ils vont modifier progressivement ce qui fait le lit de la dépression. Donc ça, c'est cette opposition assez fondamentale en pratique clinique entre les anxiolytiques. Moi, je les prescris quasiment jamais, par exemple, les anxiolytiques. C'est des molécules qui n'ont pas forcément de justification à être prescrites dans un épisode dépressif. Puisque j'avais la parole, vous n'avez pas répondu non plus à la question de ma collègue. Est-ce qu'il y a des sociétés sans dépression? Et j'en profite pour prolonger un peu la même question. Vous avez parlé d'une épidémie mondiale de dépression. Est-ce que ça veut dire qu'il y en a de plus en plus? Quels sont les chiffres? Et est-ce que ça dépend, là encore, des sociétés? Est-ce que les taux sont les mêmes en Occident, en Orient, dans les pays sous-développés, dans les pays riches? Alors moi, je ne connais pas de société sans dépression, mais par contre, je connais des manières différentes de la dire. Il y a des manières différentes de faire discours sur la dépression, et je pense que la réalité clinique, c'est plutôt celle-là qu'on peut voir. Alors, c'est l'échantillon auquel on a accès est un échantillon soit issu des études anthropologiques directement et d'ethnopsychiatrie, qui sont des gens qui sont directement allés voir dans les pays. Et sinon, on peut avoir aussi tout ce qui est issu de la migration, qui fait quand même une part importante aussi de troubles notamment liés au stress post-traumatique ou avec des conséquences qui peuvent être dépressives. Ce qu'on voit, c'est clairement des phénoménologies qui peuvent être différentes et des façons de l'exprimer, d'expression des symptômes qui peuvent être différentes. Je ne pense pas qu'il y ait de société sans dépression. Je ne pense pas qu'il y ait de société pour lesquelles il n'y ait aucun facteur dépressogène. Et je ne suis pas sûr que ce soit souhaitable d'ailleurs, parce qu'on a pu en parler, mais les facteurs qui sont dépressogènes sont aussi des facteurs qui sont liés à notre condition humaine, et qui sont des facteurs qui peuvent parfois aussi, vous avez parlé de cette expérience qui avait pu être bénéfique de cet épisode dépressif, de cette expérience presque transformatrice de l'épisode dépressif, associée à une psychothérapie analytique, mais dans le rapport qu'on a, dans les facteurs sociétaux qui peuvent être associés
à l'émergence d'une dépression, il y a des choses qui participent aussi à une capacité à remettre en cause nos certitudes, à notre capacité à nous interroger sur ce que l'on peut être, notre place dans le monde, sur la finitude de la vie. Donc je ne suis pas sûr que ce soit souhaitable. Alors après, est-ce que... Sur la dimension épidémique, il y en a de plus en plus. Sur la dimension épidémique, il y a probablement des biais de dépistage qui sont de mieux en mieux systématisés. Le fait que le DSM-5 ait systématisé la dépression comme un trouble survenant en 15 jours, c'est quelque chose qui participe aussi au fait qu'on a de plus en plus de facilité à le voir. La globalisation mondiale, notamment des normes médicales et de la façon dont des échelles médicales, des échelles de dépistage de la dépression fait qu'on a un accès plus facile à des épisodes dépressifs dans des populations qui avant n'étaient pas exposées à ces échelles. Et puis c'est vrai qu'il y a quand même à mon avis un phénomène de globalisation et de médicalisation de ce que peut être des États qui autrefois étaient intégrés dans un cadre très social. Il y a des dépressions qui, notamment en Chine, je pense à la dépression du postpartum, pour reprendre cet exemple-là, qui était totalement intégrée dans des pratiques sociétales. En Chine, dans le postpartum, dans les pratiques très traditionnelles, il y avait une quarantaine qui pouvait durer une quarantaine de jours, voire plus parfois, dans lequel la femme qui venait d'accoucher, était recouverte de couvertures très chaudes. On lui a empêché d'avoir des liquides froids, donc elle devait boire très chaud, ne devait pas s'exposer à l'air. Et l'ensemble de la famille, et surtout les membres féminins de la famille, étaient présents autour d'elle et finalement encadraient ce qui pouvait être les symptômes d'une dépression du postpartum. Chez nous, dans nos sociétés occidentales, bien sûr, la mère rentre à domicile, se retrouve seule avec le compagnon qui va retourner parfois travailler, notamment CSP+, ou dans les classes les plus défavorisées. Et donc les symptômes de la dépression vont aussi s'exprimer de façon plus claire. Oui. Bernard Westfeld, je suis médecin, psychiatre, interniste aussi. Voilà, d'abord je voudrais saluer votre fresque remarquable, parce que vous avez abordé énormément de sujets, et pas tous bien sûr, mais beaucoup. Et la première remarque, c'est de savoir si ce texte sera publié et s'il sera accessible. La réponse est oui. C'est très intéressant. Ensuite, j'ai beaucoup de questions, donc je vais me limiter à très peu de choses. Autrefois, quand je faisais de la psychopharmacologie, on avait une manière de screener, c'est-à-dire de trier les molécules en fonction des animaux, des réactions sur les animaux qu'on rendait dépressifs. Est-ce qu'aujourd'hui, pour les produits sérotoninergiques et noradrénergiques, on a encore du screening animal? Je ne me suis pas penché sur la question. Mais par rapport à ces produits qui sont très très largement utilisés, dont on conteste de plus en plus l'efficacité, quelle est la durée de leur efficacité? Alors qu'avec les vieux tricycliques, avec des petites doses au long cours, on maintenait les gens parfaitement en bon état pendant des années. Avec ces produits-là, on a l'impression qu'il y a un épuisement au fil du temps, comme s'il y avait ce qu'on appelle en pharmacologie down-regulation, une contre-régulation cérébrale. Donc ça, c'est une première remarque. La deuxième, autrefois, il y avait aussi un point de vue très psychanalytique sur la dépression, où on considérait que dans la personnalité dépressive, il y avait quelque chose qui était lié à ce qu'on appelait l'anaclitisme, c'est-à-dire le besoin de s'appuyer sur des gens qui n'avaient pas pu être structurés sur le mode de la triangulation oedipienne. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui dans la dépression? Voilà. Et puis je voudrais, comme vous l'avez cité à plusieurs reprises, citer à mon tour Ehrenberg, qui concluait son bouquin « La fatigue d'être soi » en disant « Est-ce que la société du XXIe siècle sera addictive ou dépressive ?» Merci. Alors si pour la première dimension, c'est le côté screening des antidépresseurs. C'est quelque chose qui est très intéressant en termes de recherche, parce que vous savez que la façon dont on détermine l'efficacité ou non d'une molécule va, sur le plan économique, sur le plan de communication et sur le plan d'insertion dans le monde médical et social, avoir un effet extrêmement fort. Alors il y a plusieurs cas récents qui sont intéressants. C'est que maintenant, donc, il y a les modèles animaux qui existent toujours, qui sont toujours présents, avec des modèles animaux qui essaient de ressembler de plus en plus à la cognition, avec la recherche notamment de facteurs qui vont être liés aux neurosciences computationnelles dont on a vu avant. Mais il y a d'autres modèles qui sont des modèles aussi plutôt basés sur l'humain et qui vont essayer de rechercher justement des micro-mécanismes basaux de traitement de l'information et des modifications de ces mécanismes-là pour justifier une spécificité d'une molécule. Je pense à une molécule en particulier pour laquelle il y a toute une gamme d'échelles et de tests qui ont été passés.
et qui a montré qu'elle augmentait, alors c'était assez minime, hein, la rapidité exécutive, la capacité à traiter une information. Et donc la molécule a été commercialisée avec l'attribution, l'idée qu'elle augmentait la capacité cognitive chez le sujet déprimé, et donc elle avait un intérêt notamment chez le sujet âgé et chez des spécificités de la dépression. C'est le cas aussi, donc il y a des gens notamment Catherine Harmer, hein, qui est une neuroscientifique anglo-saxonne, qui a fait toute sa carrière sur ça, où elle a développé des espèces de kits spécialisés pour les labos, où les labos font un test de la molécule et chez l'humain voient si plein de dimensions, la dimension de capacité de compréhension de la récompense, la dimension d'encodage de la valence, la dimension de réaction à un stimuli, la réaction de prise de position, la réaction d'exploration, on va être modifiés par une molécule. Donc ça sort très largement de la simplicité des tests qui sont utilisés sur les tests animaux. Alors le test animal le plus classique, hein, qu'on connaît, c'est le test de Port-Solt. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce test. C'est un test de nage forcé dans lequel l'animal est mis dans un bac d'eau et on voit le temps qu'il va mettre à lutter contre la noyade. Ce temps étant bien sûr relié dans ces modèles animaux à l'idée qu'un trouble de la motivation, un trouble de la volition, un ralentissement psychomoteur va inhiber cette réaction naturelle à la mort. Donc on voit quand même qu'il y a une modification de ce screening des molécules et qui va probablement aussi permettre l'émergence de nouveaux types de molécules, des molécules qui n'agissent pas forcément sur les symptômes cardinaux qu'on a parlé de la dépression, mais sur des trucs beaucoup plus basaux, qui ne sont pas forcément les effets qu'on attend. Alors après, est-ce que les effets des antidépresseurs s'épuisent ? Ça, il y a énormément de théories contradictoires, hein. Notamment il y a certains qui parlent d'un épuisement des antidépresseurs sérotoninergiques par un effet de modification justement de la possibilité de générer des récepteurs qui permettent d'avoir l'efficacité de ces traitements. Et on observe de plus en plus, ça, si on parlait d'épidémie de la dépression, on observe de plus en plus de dépression résistante. Je n'ai pas parlé de ce concept-là dans la présentation, mais la dépression résistante, c'est un concept qui a beaucoup d'avenir devant lui, d'avenir pharmacologique devant lui et d'avenir sociétal devant lui. C'est l'idée que certaines formes de dépression puissent résister à plusieurs antidépresseurs ou puissent résister au fur et à mesure du temps à un antidépresseur. Pour la définir, en général, on considère qu'il faut l'échec de 2 stratégies antidépresseurs bien conduites dans un temps suffisant, etc. Mais en fait, cet échec de 2 antidépresseurs, c'est quelque chose d'assez restrictif. Et il y a énormément de dépressions résistantes. On estime aujourd'hui qu'il y a 30% des dépressions qui sont des dépressions résistantes. C'est-à-dire qu'il y a 30% des dépressions qui résistent à 2 stratégies. C'est la règle du 1 tiers, 1 tiers. 30% des dépressions qui répondent à un premier antidépresseur, 30% qui répondent au deuxième et 30% qui résistent à tous les antidépresseurs. Et là, ces dépressions résistantes, qui sont bien sûr ce qui fait le lit du handicap en fait, hein, quand on parle de handicap mondial de la dépression, c'est lié à ces dépressions résistantes, eh bien il faut trouver de nouvelles stratégies pour les prendre en charge. Les molécules psychédéliques d'action rapide dont on a parlé, ça ont justement été positionnées dans le marché pharmacologique comme des stratégies de réponse, d'attaque face à ces dépressions. Après, est-ce que la dimension anaclytique de la dépression, et même on pourrait dire la dimension très freudienne de la dépression comme réaction à la perte d'un deuil, comme deuil introjecté, comme deuil intériorisé, c'est quelque chose qui continue à faire sens, hein, notamment avec les théories contemporaines de la dépression dont on a parlé. Il y a quelque chose, alors c'est Daniel Villelocher hein, qui disait que très souvent, ce que nous, on ne perçoit pas comme un deuil, ce qui est bénéfice potentiel, en fait, c'est pertes réelles, c'est pertes objectives. Et ça, il y a énormément de choses qui sont vécues par le cerveau comme des choses qui sont des pertes, qui sont des deuils du présent, qui sont des petites morts, qui sont des petites choses aversives et qui peuvent participer, dans des théories plus contemporaines de la dépression, à l'installation d'un état dépressif. Si on pense juste à la dépression en termes d'humeur, on sait que notre humeur, elle fluctue naturellement, au cours de la journée, au cours du temps, en fonction des expériences qu'on a du monde et en fonction de la nature émotionnelle de ces expériences. Si toute la journée ou tout au cours de cette conférence, j'avais eu plutôt des questions désobligeantes, l'impression d'être mis en difficulté, j'aurais une variation naturelle de mon humeur qui serait descendue naturellement pendant cette conférence, qui aurait fait que j'aurais eu de plus en plus de mal à bouger, que ma pensée aurait été de plus en plus engluée, que mes propres croyances sur moi-même auraient été un peu modifiées, que j'aurais pu me dévaluer par exemple pour cette conférence. Ça, on sait que c'est une fluctuation tout à fait normale et qui est due justement à la régulation et l'interprétation des expériences que j'ai du monde. Et dans la dépression, il y a bien sûr, dans les origines de la dépression, on retrouve des moments où finalement le cerveau s'est mis à interpréter de façon excessive des expériences comme de façon aversive, ce qui a participé à la diminution de l'humeur. Bonjour monsieur, merci de votre exposé. Jean-Martin Cohen-Salal, j'étais entre autres médecin. J'ai 2 petites questions à vous poser.
La première, vous avez dit à la fin de votre exposé que la dépression est la maladie du siècle. Il faut savoir si c'est objectif ou c'est plutôt un sentiment. Vous avez un peu répondu à André Comte-Sponville tout à l'heure. Ou est-ce que c'est dû à un délitement du lien social qui était plus important avant? Donc, est-ce que vous pensez est-ce qu'on retrouve dans l'histoire de la médecine des phénomènes dépressifs et un prise en charge de la dépression? Il faut poser une deuxième question, alors, qui n'a rien à voir avec la dépression, mais qui a à voir avec l'actualité. Aujourd'hui, une manifestation de psychiatres. On voit aujourd'hui que la maladie psychiatrique a de plus en plus de besoins. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, je constate en tant que vieux médecin que dans ma génération, beaucoup de gens ont envie de faire la psychiatrie, beaucoup moins aujourd'hui, choisissent la psychiatrie, et pas seulement pour des raisons d'argent. J'en ai marre qu'on dise que les gens font tout pour l'argent, c'est pas vrai. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on choisit moins la psychiatrie? Il se trouve aussi que je suis président d'une association de CMPP en région parisienne et que j'ai un mal fou à trouver des psychiatres, des psychologues, alors que les besoins croissent aujourd'hui. Comment faire pour donner envie aux gens de faire de la psychiatrie, qui est un besoin de plus en plus important, vous le disiez tout à l'heure. Et qu'est-ce que vous pensez donc pas de la manifestation, mais de ce que font les psychiatres aujourd'hui? Est-ce que vous avez des idées de faire comment développer l'envie de faire la psychiatrie, soit d'ailleurs comme médecin ou psychologue ou orthophoniste, dans toutes les professions, on a vraiment besoin d'acteurs. L'idée de mal du siècle ou de pression sociétale liée au siècle que l'on vit, elle est intéressante avec les hypothèses sociologiques qu'on a évoquées. Je trouvais que c'était intéressant de la mettre en tension avec tout ce que je vous ai présenté au début, et notamment la symptomatologie que je pense que certains d'entre vous ne pouvaient pas avoir déjà entendu, parce qu'une symptomatologie qui est parfois extrêmement intense, de rapport au réel complètement disloqué, et qui sort complètement de la tristesse. Et ça, c'est intéressant parce que ces états donc mélancoliques, de dépression très sévères, et qui sont en opposition finalement avec les états dépressifs plus légers, ils font sens aussi par rapport à la façon dont on se positionne sur les causes sociétales. Et typiquement, dans la littérature ancienne, hippocratique, mais aussi la littérature de l'aliénisme classique, de l'époque classique, on retrouve des descriptions plutôt de ces états dépressifs très très graves. C'est-à-dire que c'est ces états dépressifs très intenses, les états mélancoliques qu'on connaît, le syndrome de Cotard, ces choses qui sont décrites depuis les prémices de l'humanité. Mais on ne retrouve pas nécessairement, de façon aussi précise en tout cas qu'on peut l'avoir aujourd'hui dans notre littérature médicale, la description de ces états dépressifs plus légers, de cette espèce de vague à l'âme qu'on peut retrouver et qui va disparaître, qui va durer 3 semaines, 1 mois, et qui va disparaître après, et qui lui peut-être est beaucoup plus lié à des facteurs sociétaux, peut-être est beaucoup plus lié à cette mutation, à ces mutations sociales, à la fin des transcendances, à notre modification du rapport à la mort, du rapport à nous-mêmes, du rapport à notre individualité dans le monde. Donc, je vous répondrai en disant cela, peut-être que c'est ces états-là qui sont plus liés, tandis que des états beaucoup plus gravissimes qu'on a pu détailler, mais qui peuvent faire suite d'ailleurs à ces états simples. Il y a énormément de dépressions. La plupart des dépressions commencent par des états légers, les dépressions sévères commencent très souvent par des états légers d'ailleurs. Et vous savez que l'évolution naturelle de la dépression, ça c'est quelque chose qui fait toujours plaisir à l'antipsychiatrie et à ceux qui n'aiment pas les psychotropes. L'évolution naturelle de la dépression, c'est la guérison. Sans psychotrope, sans traitement, sans psychothérapie, juste par le rapport au monde. Et ça, c'est l'évolution naturelle. Mais dans certains cas, malheureusement, la guérison soit ne survient pas. Et les choses les plus catastrophiques qu'on peut imaginer en termes de conséquences de la dépression, c'est notamment la catatonie. C'est le fait, finalement, où le corps et le cerveau, la communication entre le corps et le cerveau est complètement rompue. Et des états qui sont des états pour lesquels la mort survient. Dans la catatonie, on meurt de faim, on meurt d'un arrêt cardiaque, parce qu'il y a des troubles hydroélectriques qui se mettent en place. Donc il y a vraiment des modifications du corps. Alors après, comment donner envie aux plus jeunes de faire de la psychiatrie? Il y a quand même, pour mettre un peu contester un petit peu cette position, il y a quand même un intérêt très fort pour la psychiatrie. Alors l'hybridation avec les neurosciences, tout en gardant quelque chose qui est quand même proche des sciences humaines, proche d'un aspect beaucoup plus philosophique aussi dans la pratique médicale de la psychiatrie, ça plaît à certains profils. Il y a une appétence pour la psychiatrie. Moi, je voulais faire psychiatre depuis tout petit. J'ai fait médecine que pour ça. Je n'aurais fait rien d'autre que ça. Et il y a des gens comme ça qui sont passionnés de psychiatrie et qui se lancent dans les études médicales, qui se lancent dans le parcours pour faire que ça. Après, il y a tout un champ de personnes qui l'apprennent un peu par défaut, notamment parce que vous savez peut-être, mais la psychiatrie fait partie des derniers rangs des classements, encore des classements de l'internat
et donc participe parfois à des choix qui sont faits par défaut, alors que la pratique clinique de la psychiatrie ne peut pas vraiment être faite par défaut. C'est très difficile d'être psychiatre par défaut. Il y a plein de médecines qui peuvent se pratiquer par défaut, enfin, je ne sais pas si je pourrais vraiment dire ça, mais la psychiatrie, c'est très difficile et ça peut rendre assez malheureux, à mon avis, de la faire par défaut. Mais en tout cas, pour moi, il y a un espoir pour donner envie dans ce dialogue constant entre un héritage qui plutôt soit un héritage analytique, soit un héritage qui vient des sciences humaines, et une hybridation croissante avec des approches scientifiques, neuroscientifiques, qu'il faut bien sûr critiquer, qu'il faut mettre en tension, mais qui donne aussi une perspective différente dans notre pratique clinique au quotidien. Oui, Daniel Bunat, ancien fonctionnaire. Alors d'abord, je vous remercie pour cette présentation et je voudrais rebondir sur la question relative au burn-out parce que je suis très impressionné, comme tout le monde, par l'augmentation des suicides dans toute une série de secteurs, que ce soit, on le voit dans la police, les hospitaliers, les enseignants et bien d'autres, et qui tous déplorent la perte de sens de leur activité. Alors, comment prévenir ce malaise ? Alors, il y avait eu l'année dernière, notamment avec mon chef de service, une conférence sur le burn-out, qui est un terme qui n'est pas reconnu, hein, vous le savez, notamment par la psychiatrie, dans les classifications psychiatriques, que l'on considère, et à titre personnel, moi je le considère comme ça, comme une dépression en contexte professionnel, ou liée en tout cas soit à des causes professionnelles, ou associée peut-être aussi à des conséquences professionnelles. On ne sait pas toujours bien différencier ce qui est cause et conséquence hein, dans les questions de burn-out, qui est pour le coup associé quand même à une morbidité individuelle très importante. Hein. On sait qu'il y a beaucoup de suicides hein, qui surviennent dans ces cadres très particuliers, et notamment dans des professions qui ont accès à des moyens suicidaires. Hein. On sait que l'accès à des moyens favorise le passage à l'acte chez les gens qui peuvent avoir des idées suicidaires, sachant que les idées suicidaires sont quand même très fréquentes dans la population. Hein, on l'a vu, 10% des Français qui chaque année peuvent avoir ce type de pensée. Ça donne quand même un individu sur 10, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Alors après, la perte de sens, c'est très intéressant parce que ça revient aussi à la question, enfin, à l'abord un peu métaphysique de la dépression et au fait que notre rapport au réel aujourd'hui, notre rapport à l'ordre disciplinaire qui pouvait exister autrefois, notamment, hein, à la constitution sociale, aux classes sociales, à notre rôle dans la société, notamment relié au rôle professionnel, c'est quelque chose qui s'estompe un petit peu. Alors, comme médecin, c'est quelque chose qui est encore un peu préservé, parce qu'il y a une espèce de rapport à l'autre qui est un peu préservé et qui préserve ce statut. Dans d'autres professions, et je pense notamment aux forces de l'ordre, on sait que ce rapport disciplinaire et cette position dans l'ordre disciplinaire sociétal, il est complètement bouleversé, avec une perte de sens, hein, notamment pour les forces de l'ordre, et une perte même du sentiment d'utilité publique, hein, pour certains, une perte de sa place dans cet ordre public qui est important, avec la croyance que l'on développe d'être soi-même une sorte de quelque chose qui est utilisé à visée négative contre l'ordre public. Il y a des officiers de l'ordre public, par exemple, qui sont en dissonance cognitive avec leur propre profession, dans la façon dont ils se placent par rapport à cette profession dans le réel social. Donc je pense que c'est un lien très fort, notamment pour ces professions-là, qui sont des professions très touchées par le suicide, en effet. Bien, je crois que nous sommes arrivés au terme de notre réunion. Nous allons vous remercier.